Bonjour à tous. Les violences et traitements inhumains et dégradants perpétrés sur des avocats en pleine salle d'audience suscitent un tollé de réactions à travers la presse camerounaise. La Nouvelle Expression affirme qu'une escouade de policiers anti-émeutes a sauté sur des avocats et pulvérisé le gaz lacrymogène dans une salle d'audience au tribunal de première instance à Bonandio. Le Messager parle des actes de barbarie des forces de l'ordre lors d'un procès kafkaïen des robes noires, au-delà de l'affaire de tentative de corruption de magistrats ayant conduit à la détention de 2 avocats. Le Conseil de l'ordre a réagi. Il condamne fermement une intrusion inadmissible et intolérable des forces de police en tenue de combat dans le sanctuaire que représente une salle d'audience dans un palais de justice. Il exige également contre les auteurs intellectuels et opérationnels préalablement identifiés de ces actes barbares des sanctions exemplaires. Dans ce climat sociopolitique tendu, toutes les demandes d'habeas corpus introduites par les avocats du MRC ont été rejetées. Ils sont plus d'une centaine des militants de cette formation politique qui ont été placés en détention provisoire, ainsi que Ndiomo Stéphanie Victoire, elle aussi mise en détention provisoire pour avoir raconté sa douleur après ce qu'elle a vécu dans le théâtre de la guerre dans les régions anglophones. Accusée de propagation de fausses nouvelles et de défaut de CNI, elle aurait été instrumentalisée, selon le ministre de la Communication, lors de son passage sur Equinox Télévision dans l'émission Parole de Femmes. L'ONG Mandela Center a réfuté les allégations du gouvernement, condamne l'arrestation d'une victime de guerre et confirme que cette dame, Stéphanie Ndiomo, a bel et bien perdu ses enfants en fuyant les affres de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement veut-il alors opprimer ceux qui sont meurtris dans leur chair en raison de cette guerre fratricide? Au-delà de condamner le meurtre des enfants à Kumba, que fait le Parlement camerounais? 12 sessions parlementaires se sont enchaînées, plus une session extraordinaire avec l'adoption d'un code de la décentralisation et l'annonce d'un statut spécial. Mais la situation d'insécurité s'aggrave dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi de renforcer la stratégie militaire là où l'opposition appelle à privilégier le dialogue et la négociation d'un cessez-le-feu? Au-delà des discours de fermeté contre les terroristes séparatistes tenus par le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui explique l'absence d'initiative parlementaire pour mettre fin à une guerre désastreuse pour l'économie et la République du Cameroun? Le Cameroun pourrait-il s'inspirer de l'exemple ivoirien? 2 semaines après sa réélection à la tête de son pays, Alassane Dramane Ouattara a rencontré son plus farouche opposant, Henri Konan Bédié. Objectif, décrisper l'atmosphère politique. Ensuite, le premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, s'est entretenu avec des leaders politiques proches de Laurent Gbagbo, l'ancien chef de l'État de la Côte d'Ivoire, dont le passeport a été établi selon les autorités officielles. Les négociations et le dialogue politique entre opposants et tenants du pouvoir sont-ils des préoccupations majeures en Afrique francophone? Comment parvenir à ce dialogue politique pour engager des réformes consensuelles au Cameroun? Ces questions brûlantes d'actualité constituent le statut de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Simon-Serge Kakat. Bonjour. Bonjour Cédric Bouffilet, bonjour à tous les copanélistes. Permettez-moi de saluer solennellement les nombreux téléspectateurs de Equinox Télévision et surtout tous les militants de l'Union des populations du Cameroun. Vous l'avez dit, avocat au barreau du Cameroun et cadre militant de l'Union des populations du Cameroun. Sur le plateau de droit de réponse, un cadre militant du Front pour le salut national du Cameroun, Didier Yimkwa, bonjour. Bonjour, monsieur Sedmoufele, si vous permettez de témoigner de ma gratitude et mes remerciements sincères à tous les Camerounais qui m'ont accompagné samedi passé, dire au revoir à mon papa Baranti. Je leur rends grâce ici et je demande au Seigneur, merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission culte. Je précise que vous êtes cadre du FSNC, le parti d'Issatiro Mabakari, un parti de la majorité au Cameroun. Sur le plateau de droit de réponse, 2 autres cadres militants de formation politique qui comptent
dans le pays. D'abord, Roger Justin Noah, bonjour. Bonjour, monsieur Céline Félé. Bonjour à mes co-panélistes. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation qui m'a permis de voyager finalement sur l'autoroute Douala-Yaoundé où nous avons mis 2 heures de temps. Vous saviez que l'autre jour, la télévision nationale camerounaise a publié les images de l'autoroute qui est finie. Et moi, j'ai eu l'occasion de prendre cette autoroute-là. Bravo comme très grande réalisation, n'est-ce pas, de ce régime de M. Paul Biya. Permettez-moi ensuite de saluer d'abord nos 13 camarades qui sont détenus depuis plus d'1 an aujourd'hui dans les prisons présidentielles de M. Paul Biya, notamment à Yaoundé, Mfou et Mbarmayo. Permettez-moi aussi de saluer tous les Camerounais qui ont été arrêtés dans le cadre des marches du 22 septembre, le 6 octobre 2020, et qui se trouvent dans des prisons à Douala, Yaoundé, Nkonsamba et Bafoussam. Et permettez-moi enfin de saluer le président élu, son Excellence Maurice Kamto, qui aujourd'hui se trouve séquestré par le régime barbare et diabolique de M. Paul Biya pour avoir commis un seul crime, celui de gagner des élections présidentielles et de demander récemment aux Camerounais de prendre leur destin en main. Je vous en prie, les termes diaboliques pourraient être perçus comme des propos assez déplacés à l'encontre des personnalités de la République. Mais nous parlerons de ces conditions de détention des militants du MRC sur le plateau de droit de réponse. Et juste à côté de vous, c'est le Conseil juridique national du SDF. Maître Moustapha Ngwana, bonjour. Maître. Bonjour Cédric, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau de télévision, surtout en cette période où les droits des uns et des autres sont piétinés, où les valeurs sacrées sont atteintes dans leur dignité et leur honneur. Donc je suis heureux d'être là. J'espère qu'avec la qualité des interventions que nous ferons, les uns et les autres pourront se faire une idée claire des différents sujets en débat. Je vous remercie. Sur le plateau de droit de réponse, c'est l'un des éditorialistes quotidiens La Nouvelle Expression, consultant ce droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, je salue également tous les co-panélistes. Je renouvelle mes salutations fraternelles ainsi que ma sincère affection à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. D'entrée de jeu avec vous, Maître Moustapha Ngwana, cette image de votre confrère brûlé au visage, victime de cette intervention musclée des forces de l'ordre dans une salle d'audience au tribunal de première instance à Bonanjo. Cette scène où du gaz lacrymogène est pulvérisé en pleine salle d'audience, où vos confrères sont blessés. Comment vous l'avez vécu? C'est une situation des plus ubiesques, des plus abracadabrantesques. C'est une humiliation suprême que la corporation des avocats et la justice en général a subi en ce jour fatidique. J'étais dans la salle d'audience. J'étais dans la salle d'audience quand cette audience-là a commencé. J'ai lu plusieurs personnes qui ont rapporté des faits qui étaient très loin de la réalité. Je voudrais d'abord préciser que mes confrères ne sont pas poursuivis pour des faits de corruption. Parce que lorsqu'on écoute les uns et les autres, je constate malheureusement que les Camerounais aiment parler du sexe des anges. Ils ne sont jamais là où on les attend. Lorsque des leaders d'opinion sont embastillés et séquestrés, lorsque leurs libertés fondamentales sont atteintes, personne d'entre eux n'est prompt à réagir. Mais lorsqu'il faut faire le café du commerce, quand il faut faire les cancans, le commérage, et pour parler de manière triviale, le Congossa, les Camerounais sont très prompts. Mes confrères ne sont pas poursuivis pour des faits de corruption. J'étais à l'audience et j'ai suivi les éléments de la prévention. Il y a une infraction qui est celle d'outrage et l'autre qui serait celle de tentative ou bien d'escroquerie ou bien l'infraction d'escroquerie à proprement parler. Donc, l'audience, une audience qui commence, les avocats sont à l'audience pour parler des questions de principe. Parce que, voyez-vous, je ne voudrais pas me rendre coupable de l'infraction qu'on appelle commentaire tendancieux, qui voudrait que nous puissions aborder de manière, c'est-à-dire que sur le fond, une procédure qui est en cours. Mais je vais revenir sur les questions de principe. Des avocats sont poursuivis. Des très jeunes avocats
qui réunissent toutes les garanties de représentation, je dis bien toutes les garanties. Ils sont assistés par près de 500 avocats qui sont là pour assister leurs confrères et certains pour plaider éventuellement. On est surpris d'abord par le décor qui est planté. Nous sommes à une audience correctionnelle, mais vous avez la gendarmerie qui est à l'extérieur. Vous avez la police qui est à l'extérieur. Et ils sont sauvagement équipés. Le décor était planté. Il y avait une volonté qui était organisée de notre point de vue pour humilier notre corporation. Parce que ce que je dois dire avant de revenir sur le fait, c'est qu'il y a un message subliminal qu'on veut envoyer aux populations camerounaises et qu'elles semblent ne pas percevoir. On veut leur dire, les avocats sur qui vous comptez pour vous défendre, si nous pouvons leur faire ça, à plus forte raison, vous. Nous sommes arrivés donc, le représentant du bâtonnier pour la région du littoral était présent, l'ancien bâtonnier Niekamga était présent, et il y avait des aînés qui comptent dans le cadre de notre coopération, les maîtres Api et autres. Nous présentons une demande de liberté provisoire. La demande de liberté provisoire est présentée et les avocats plaident. Tous les éléments sont réunis. Puisque l'infraction est poursuivie de manière flagrante, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de manipulation des preuves, le cas échéant, qui est parfois un argument qu'on utilise pour rejeter les demandes de mise en liberté provisoire. Les avocats ont un domicile connu. Ils ont un domicile professionnel connu. Ils ont avec eux le représentant du bâtonnier. Ils ont l'ordre des avocats qui se portent garant pour eux. Ils ont près de 500 avocats qui sont dans la salle. Les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis sont des infractions qualifiées de délit. Donc des infractions pour lesquelles on est susceptible de pouvoir obtenir la liberté provisoire. Parce que, il faut que je le précise aussi, lorsque la peine encourue dans le cas d'une infraction est située de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie, le juge ne vous accorde pas la liberté provisoire. Donc on était ici en matière délictuelle, dont les avocats étaient en droit de pouvoir obtenir la liberté en question. Mais comme je vous l'ai dit, le décor était planté, il y avait une volonté manifeste de nous humilier. Je fais une digression pour vous dire que dans un temps voisin, j'ai un de mes promotionnés, Maître Massoda, qui vient trouver deux personnes en train de voler son véhicule. Ils sont en train de voler son véhicule et ils ont déjà fabriqué une carte grise de sa voiture. Quand ils crient aux voleurs, la population les arrête, on n'était pas allé lyncher. Ils n'ont eu la vie sauf grâce à la police. Mais ceux-là ont eu la possibilité de comparaître libres. Allez donc savoir, entre les personnes poursuivies pour outrage et les personnes poursuivies pour vol aggravé, qui sont ceux-là qui sont plus dangereux pour la société? Quels ont été les motifs avancés par les magistrats pour rejeter la demande de liberté provisoire? Ils ont estimé que, de manière générale, que les faits étaient suffisamment graves de leur point de vue pour que la liberté provisoire puisse être accordée à des avocats. Je dois le dire, il y a une pratique professionnelle que nous, les francophones, nous avons, qui est détestable, il faut que je le dise. Si on était de l'autre côté de la rue du Mungo, seulement ici dans le sud-ouest, ils n'auraient même pas eu besoin d'avocats, qu'ils auraient eu automatiquement la liberté provisoire, parce qu'ils appellent ça belle offense. Donc ça dit que les infractions susceptibles de liberté provisoire. Et on prétend que les avocats se sont opposés à ce que leurs confrères puissent être amenés. Mais que s'est-il donc passé en ce moment précis? Qu'est-ce qui explique l'entrée en scène des forces de l'ordre? Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on se le dise. Plusieurs avocats ont été condamnés dans ce pays et ils ont été emprisonnés sans que les avocats ne disent mot. Je vais pas rappeler Maître Albert Solo qui a été condamné et emprisonné et plus tard acquitté. Donc ça veut dire qu'il a été condamné même pour des faits que la justice a déclaré inexistants par la suite. Les avocats n'ont pas empêché quoi que ce soit. Je vais parler de Maître Lydien Yeneyoum, qui a également été arrêté même pour des faits qui étaient ubuesques, mais pour lesquels elle a fini par être libérée. Aujourd'hui, elle se trouve en France où elle exerce son métier d'avocat. Donc les avocats ne sont pas empêchés. N'ont pas empêché à ce que la justice puisse être rendue. Lorsque l'affaire est mise en délibéré pour le 25, la grande majorité des personnes dans la salle, moi avec, les avocats estiment que c'est fort de café
C'est fort de café que pour des faits aussi simples, entre gens de justice. Je ne dis pas qu'on accorde une faveur, les avocats ne jouissent pas d'une immunité. Ils ont l'immunité de parole à l'audience, mais ils ne sont pas au-dessus des lois. Puisqu'au Cameroun, même les magistrats sont condamnés, même les ministres de la République sont condamnés. Donc, on estime que c'est fort de café. Il y a une espèce de parlementarisme de couloir qui s'installe. On souhaite qu'on puisse rabattre la date d'audience. Et des démarches sont entreprises dans ce sens-là. Le juge revient dans la salle. Il rabat le délibéré. Il souhaite que l'affaire soit examinée au fond. Les avocats estiment que nous n'avons même pas encore une copie du dossier. Nous avons demandé la liberté provisoire. C'est une question sur laquelle on peut quand même on peut statuer. Si ce n'est sur le siège, mais au moins ça a un délai raisonnable. On n'a pas besoin de renvoyer à environ 17 jours pour pouvoir plancher sur une question qui a trait à la liberté. Il faut qu'on se le dise. Dans le code de procédure pénale camerounais, le principe c'est la liberté. Le principe c'est la liberté. L'emprisonnement est exceptionnel. Je dis bien exceptionnel. Mais aujourd'hui, il faut qu'on le dise. Les OPJ et certains magistrats utilisent la garde à vue et la détention provisoire comme un élément de chantage contre les justiciables. Parce que les gens croient que le combat qui est mené par les avocats est un combat égoïste. Non, loin s'en faut. On va en parler tout à l'heure, Maître Moustapha Ngouana. Permettez que d'autres puissent réagir au cours de l'émission. Edmond Okam, il y a la nouvelle expression, a titré cette semaine que la police saute sur des avocats en mettant en image cette scène du gaz lacrymogène pulvérisé dans une salle d'audience. Comment réagissez-vous à ces événements, vous qui êtes éditorialiste et journaliste depuis une trentaine d'années, couvrant les audiences au Cameroun, les affaires judiciaires les plus retentissantes? Comment vous réagissez? Ma réaction est celle du quotidien La Nouvelle Expression, où on a vu la police et la gendarmerie sauter sur les avocats. Où? Au palais de justice, dans la salle d'audience, qui est l'équivalent pour les chrétiens qui vont à l'église ou au temple, dans les paroisses, l'équivalent du sanctuaire pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la loi, pour les magistrats et pour les auxiliaires de la justice, c'est-à-dire pour les avocats et tous ceux qui travaillent aux côtés des magistrats pour faire appliquer la loi. Je me pose la question de savoir comment est-ce possible qu'en 2020, au Cameroun, quelque part dans la région du littoral, et principalement dans la ville de Douala, or, l'ordre est donné. J'espère que le donneur d'ordre saura les conséquences de cet ordre qu'il a donné. L'ordre est donné aux policiers, aux gendarmes, de franchir le seuil du palais de justice, le tribunal de première instance, d'entrer dans la salle d'audience, qui n'était pas totalement achevée, où se trouvaient encore les avocats, où se trouvaient encore les magistrats, de tabasser les avocats, de lancer sur eux, parce que les images existent, on en a diffusé certaines d'entre elles, de lancer, de jeter sur ces avocats-là les gaz lacrymogènes qui ont blessé certains au visage, d'autres sur les jambes, ici et là, de transformer le palais de justice. Je n'ai pas un qualificatif. C'est un théâtre de guerre. Parce qu'en réalité, ça ressemblait à un théâtre de guerre. C'est du jamais vu. Même au plus fort des villes mortes, au Cameroun, à Douala, les soldats, les policiers, les gendarmes ne sont pas entrés dans un palais de justice. J'ai dit, au plus fort des moments d'effervescence, de lutte pour la liberté et la démocratie au Cameroun, on n'a pas vu ça. J'ai dit, on n'a pas vu ça en 91. On n'a pas vu ça en 2008. Mais on voit ça en 2020. Au moment où le Cameroun, l'État du Cameroun, le gouvernement, proclame partout qu'il est un État qui respecte les droits de l'homme, que nous sommes un État de droit. L'image que nous avons tous vue n'est pas l'image d'un pays qui respecte les droits de l'homme. Plus grave, je parlais tantôt du sanctuaire des avocats et des magistrats, là où ils passent le plus clair de leur temps, de leur métier, à dire le droit, à défendre le droit, à soutenir le droit, à force d'arguments. C'est là qu'un ordre a été donné de transformer le palais de justice en un théâtre de guerre. Le Cameroun, avec cette seule image, plonge
démontre, pas seulement à la communauté nationale, mais à la communauté internationale, que nous ne respectons plus rien. Il n'y a aucune loi, aucun texte de loi qui prévoit ce qui s'est passé. Il faudrait qu'on nous explique comment un ordre a pu être donné, n'est-ce pas, aux gendarmes et aux policiers d'accéder. Parce qu'ils auraient pu encore rester à l'extérieur et attendre peut-être que les avocats essayent de procéder à une sorte de manifestation, comme ils disent souvent illégale, avant que de foncer sur eux. Ce ne fut pas le cas. Les policiers et les gendarmes sont entrés dans la salle, habillés comme s'ils allaient en guerre, et transformer cet espace-là en un théâtre de guerre. Je dis non. C'est inadmissible. Et voilà, quand sur des plateaux de télévision, des invités, des panélistes vont critiquer, on va dire, ils n'aiment pas leur pays, ils ne sont pas patriotes. Est-ce que c'est un acte patriotique qu'on a vu dans la salle de justice ce jour-là? Disons autre chose. Cette image-là, au-delà de ce que je viens de dire, nous renvoie. Nous n'allons pas entrer dans le fond du dossier, parce que c'est une affaire en cours. Mais je voudrais dire qu'au-delà de cette image que nous avons vue, qui n'est pas bonne pour l'image, pour ce que le Cameroun représente en Afrique centrale, en Afrique et partout à travers le monde, elle n'est pas bonne du tout. Je voudrais ajouter que dans un pays comme le nôtre, dans un pays en guerre, qui connaît de multiples guerres, dont Boko Haram, pour lequel le chef d'État a décrété la guerre en 2014. Un pays qui connaît la guerre dans deux autres régions, le nord-ouest et le sud-ouest, depuis au moins 2017, où les populations ont quitté massivement, ils sont près d'1 million, qui sont hors des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ils sont aujourd'hui déplacés, y compris ils sont plus de 50 000, voire 60 000 qui sont réfugiés dans le pays frère au Nigeria. Nous connaissons la fragilité des velléités sécuritaires auxquelles notre frontière du Cameroun avec la Centrafrique connaît, à cause des rebelles, Séléka et autres, qui sèment un peu l'insécurité en Centrafrique et qui nous menacent du côté du Cameroun. Est-ce que le Cameroun veut transformer est-ce que le gouvernement du Cameroun veut transformer l'ensemble du Cameroun en un théâtre de guerre? C'est-à-dire, après ce qu'on voit dans l'extrême nord et dans une partie du nord, à cause de Boko Haram, après ce que nous connaissons depuis 4 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest, après ce qu'on connaît dans la région de l'Est, est-ce que toutes les régions du Cameroun vont finalement devenir un théâtre de guerre? Je dis non, non et non. Après vous, Edmond Kamgia, maître Simon-Serge Kakak, l'intervention des forces de l'ordre dans une salle d'audience serait liée, selon certains observateurs, à l'attitude des avocats qui ont empêché ou qui manifestaient déjà en pleine salle d'audience contre la décision des juges prise à l'encontre de leurs confrères. Fallait-il en arriver à ce bras de fer avec intervention de la police et de la gendarmerie? C'est vrai que ce que je veux vous dire de manière péremptoire, j'ai suivi mon confrère Moustapha sur la question, je viens de suivre Edmond Kamgia, mais ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on parle des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un pays, le principal garant s'appelle l'avocat. C'est le rôle de l'avocat. Lorsqu'on vous parle d'un procès pénal, beaucoup de gens ne le savent pas. Le procès pénal, d'une manière générale, tend vers la conciliation entre deux choses. D'un côté, la manifestation de la vérité, et de l'autre, le respect des libertés fondamentales de ceux qui sont poursuivis. Et le principal garant de cette liberté fondamentale dans un procès pénal, c'est l'avocat. Troisième chose, lorsqu'on parle de l'avocat, son terrain de travail de prédilection, ou bien par excellence, s'appelle le palais de justice. Donc le palais de justice est ce que la salle de classe est pour l'enseignant, est ce que la cathédrale est pour l'évêque ou le prêtre. Pour aucune raison au monde, on ne peut admettre que les forces de l'ordre viennent violenter l'avocat dans son enceinte de travail, quelles que soient les raisons.
Donc, Cédric, de mon point de vue, quel que soit ce qui s'est passé, nous ne sommes pas là pour parler du fond de l'affaire. C'est un procès en cours. Moi, avocat, je ne peux pas venir, encore que je ne connais pas les faits en profondeur. Mais la vérité, c'est que un avocat, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut pas être violenté dans l'enceinte du palais de justice, quelles que soient les raisons. Et sur ce point, je rejoins entièrement Edmond qui disait tout à l'heure, qui se demandait tout à l'heure, qui a commandité l'intervention des forces de l'ordre. Parce que justement, lorsque j'ai appris cela, je me suis dit intérieurement et personnellement que cela ne peut pas se faire. Parce que je connais quand même les dirigeants de la justice, les dirigeants de la magistrature à Douala, c'est des magistrats chevronnés qui ont fait leurs preuves et qui savent ce que c'est que l'avocat dans l'exercice de ses fonctions. Donc, quel que soit le malentendu qu'il y a eu entre les avocats et le juge, j'ai la conviction qu'un magistrat sérieux ne pouvait pas. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes trop gentil. Je vous en prie, Maître Moustapha. S'il vous plaît. Maître Simon Sèche Kakaka, la parole. Je dis ceci, il y a eu un malentendu certainement, mais qui est d'ordre professionnel. C'est normal. Parce qu'en réalité, face à ces magistrats qui sont chargés de rendre des décisions, c'est les avocats qui sont là pour développer les plaidoiries, pour aider la justice à se rendre dans les règles de l'art. Donc, quel que soit le malentendu qu'il peut y avoir entre un magistrat et les avocats, je ne vois pas pour quelle raison le magistrat peut demander l'intervention d'une force de l'ordre pour venir violenter l'avocat dans la salle d'audience. Je dis, pour moi, c'est pour nous humilier, pour nous humilier. Après, on voit cette image de vos confrères qui ont été grièvement blessés à la suite de l'intervention des forces de l'ordre. Ces images de votre confrère dont le visage a été défiguré du fait des brûlures liées à la pulvérisation du gaz lacrymogène et bien sûr du fait qu'ils aient été victimes de plusieurs coups d'armes utilisées durant l'intervention. Non, c'est dit au-delà de l'humiliation dont parle mon confrère. Pour moi, l'affaire est plus grave. Ce n'est pas l'humiliation des avocats seulement. C'est l'image du Cameroun qui a été ternie. Moi, j'ai des amis qui m'ont appelé de tous les pays pour me demander que, finalement, qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment on peut admettre que des policiers, des gendarmes viennent violenter l'avocat qui est considéré comme la vitrine de l'état de droit? Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. L'avocat est considéré comme la vitrine de l'état de droit dans un pays. Lorsqu'on voit des avocats, on voit des images des avocats défiler dans les réseaux sociaux à l'échelle planétaire. Parce que ces images ont été vues partout dans le monde entier. On a vu comment on a violenté, on a blessé les avocats. Mais je dis, ce problème est très sérieux et sur ce point, je m'associe entièrement à la sortie du Conseil de l'ordre qui a exigé des sanctions sévères et exemplaires contre tous ceux qui sont intervenus dans cette situation. Mais je pense quand même que, au-delà de tout ce qui peut arriver, pour qu'aujourd'hui l'image de l'avocat soit rétablie dans notre pays d'abord, il faudrait effectivement que tous ceux qui sont intervenus soient sanctionnés, notamment les forces de l'ordre qui sont intervenus dans l'enceinte d'un palais de justice pour violenter ceux qui sont considérés comme les principaux défenseurs des droits et des libertés dans un pays. Après vous, Simon Sèche-Kakak, Didier Yimko, est-ce qu'il faut aller vers l'identification à la fois des commanditaires, les sanctionner et également sanctionner ceux qui sont intervenus et qui ont molesté les avocats durant cette audience qui s'est déroulée au palais de justice à Bonanjo? Cédric Noufélé, la neutralité axiologique nous impose une logique et une démarche. Il faut parler que des faits. Parce que les faits nous amènent à dire la vérité et à ne point mentir, à ne point se mentir. Voyez-vous, dans mon village à Bazoum, on dit que lorsque vous chutez et vous tombez, vous devez regarder là où vous avez glissé. Pas seulement là où vous êtes tombé. Parce que j'entends ici, ce que j'entends de mes prédécesseurs, ils sont beaucoup plus dans les commentaires liés aux conséquences. Les faits, rien que les faits. Les causes, premièrement. Les faits, il y a eu mobilisation de 500 avocats. Il y a eu mobilisation des magistrats qui a impulsé la mobilisation, une vitesse à une procédure à outrage à un magistrat et quelqu'un a été condamné. Il y a eu une récupération politique et très vite on a fabriqué un bouc émissaire qui est l'État. Quelle est la cause? J'ai eu le privilège vendredi de partager un plateau
avec 2 avocats très connus, je ne vais pas les citer ici. Il y a un qui a parlé, il avait les yeux qui éjectaient du sang. Il a dit, le corps judiciaire camerounais est pourri de la corruption. Je ne voudrais pas, ce sont ces mots. Vous savez, vous qui avez, je crois, lu les animaux malades de la peste, selon que vous serez puissant ou misérable, le jugement de cour vous rendra puissant, vous rendra blanc ou noir. Moi, je suis un misérable. Je ne reprends que c'est pas mon confrère, cet avocat, pour qui j'ai beaucoup de respect, a dit que le milieu est très pourri. Il s'agit d'une question de mœurs. Il ne faut pas éviter, il faudrait pas que... Les avocats, pour moi, c'est une élite. Il s'agit, d'après ce que j'ai appris, il y a une histoire de 3 millions de francs. On ne parle pas de faits. On ne parle pas de faits. Je vous remercie, messieurs. Oui, excusez-moi. À la parole. C'est ma parole. Vous avez... Oui, mais le bon, c'est écoutez. On peut mettre comme obligé d'infraction. Vos réactions m'importent peu. Je vous en prie, messieurs. On reste poli. D'abord, je ne suis pas un Didier Yimkwa, permettez, on reste poli et courtois. Vous êtes en train de vous exprimer. Laissez-moi parler, je vous ai suivi Nous n'allons pas analyser le fond de l'affaire, mais nous voudrions comprendre les raisons pour lesquelles les forces de l'ordre sont intervenues dans une salle d'audience au palais de justice. Ouais. Allez-y. Il faut condamner la violence, quelle que soit l'origine. Cela va sans dire, cela va de soi. Mais laissez-moi parler. Si vous m'avez invité, c'est parce que vous saviez que je peux avoir une analyse politologique. Je ne parle que des faits. Au départ, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut, pour éviter la manipulation de masse, pour éviter l'instrumentalisation de nos ignorances, il faut placer ça sur le plateau. Vous ne pouvez pas vouloir garder peut-être le mobile pour s'épandre sur les conséquences. Parce que j'écoute très bien. Parce qu'il y a eu mobilisation. Il y a eu mobilisation des magistrats. Des niches de bourgeoisie qui se regardent en chien de faïence ne peuvent pas construire ce que nous appelons la République exemplaire. Lorsqu'on voit comment les niches de bourgeoisie, les nouvelles solidarités se regardent en chien de faïence, alors qu'ils sont là pour le peuple. Je veux dire ces groupes-là. Maintenant, il y a une récupération politique. C'est un problème de mœurs, mais qu'un politicien, un honorable, un député, qui a le sanctuaire des valeurs, lui l'a récupéré pour... Il a trouvé son bouc émissaire, qui est Yaoundé, qui est le régime, qui est M. Dia. Qu'est-ce que M. Dia vient chercher dans une histoire de meurtre, dans un tribunal? Mais voilà des questions qui demandent une réponse. Il ne faut pas nous perdre dans les détails juridico-juridiciels. Ceux qui nous regardent au quartier ne comprennent pas ça. Parce que ceux qui nous regardent au quartier savent que ce milieu est pourri. Il y a de la corruption, c'est le meilleur sport dans ce milieu. Et beaucoup sont victimes. Je suis dans un forum communautaire. Lorsque j'ai placé ce problème dans un forum, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai eu comme réaction. Les gens se plaignent de notre justice. Et vous savez très bien que la justice, comme les médias, sont les fondements de notre démocratie. Lorsque une justice est injuste, ça déteint sur la qualité de notre démocratie. Mais c'est ce qui se passe. Mais quand j'entends les gens viennent ici crier, nous aussi nous avons des amis avocats. Nous savons comment ça se passe. Et comment ça se passe? Quand je rentrais, il y a un avocat, j'étais avec un avocat dont on ne veut pas citer le nom, qui m'a dit que c'est un milieu, eux aussi, que pour une affaire, 2 avocats peuvent s'entendre et demander à l'autre qu'on renvoie l'affaire. C'est des choses connues au quartier. Je crois que lorsqu'on vient dans une émission aussi sérieuse comme celle-ci, elle est d'abord pédagogique. Elle est pédagogique. Le débat, c'est de ne pas chercher à avoir raison, ou bien avoir les flyers, ou bien avoir... on ne peut même pas essayer de faire du prosélytisme. En tout cas, moi, je ne viens pas essayer d'avoir du prosélytisme. Moi, j'ai une lecture, c'est la dialectique, j'ai une lecture plurielle, diversifiée, et je dis ce que je ressens. Alors après vous, justement, Roger Justin Noah, le regard du politique que vous êtes sur ces événements survenus dans un palais de justice, les avocats et les magistrats qui se regardent en chaîne de faïence, selon Didier Yimkwa sur ce plateau, qui estime que le milieu est pourri et qu'il ne pourrait être dédouané, les avocats, de ce qui s'est passé durant cette journée où il y a eu une intervention musclée des forces de l'ordre. Bien, merci pour votre question. Je voulais dire qu'au-delà, n'est-ce pas, de tout ce que les uns et les autres ont dit, le vrai questionnement, c'est de savoir si nous sommes encore réellement dans un état de droit. Et c'est pourquoi je suis allé fouiller une définition qui fait autorité, celle des Nations Unies, sur ce que c'est que l'état de droit. Permettez-moi de vous lire cela. L'état de droit, comme un principe, c'est la définition de l'ONU, l'état de droit comme un principe de gouvernance en vertu duquel
des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante et compatible avec les règles et normes internationales en matière de droits de l'homme. Et Ban Ki-moon d'ailleurs, qui a été secrétaire des Nations Unies, disait que l'état de droit, c'est comme la pesanteur. C'est ce qui lie le monde et nos sociétés. Alors, lorsqu'on parle de cette définition-là, et on parle de ce qui s'est passé à Douala, le problème, c'est l'application de la loi. C'est ça le problème au Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne peut être état de droit si on ne respecte pas les lois. L'État est injusticiable, vous l'avez suivi tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que l'État lui-même n'arrive pas à appliquer les lois qui sont librement données? C'est ça la question. Il y a eu une réforme judiciaire qui aboutit à la révision du code pénal et la publication du code de procédure pénale. Est-ce que ces deux lois-là sont respectées? Et je prends seulement un exemple pour le premier cas, le code pénal. Vous savez qu'en janvier 2019, le président d'un tribunal, le président du tribunal de première instance de Yaoundé, a condamné nos camarades à 12 mois de prison pour attroupement. Or, j'invite vos téléspectateurs à aller regarder, fouiller dans le code pénal. Cette infraction-là est condamnée d'un maximum de 6 mois. Est-ce que ce juge qui est censé protéger la loi a dit le droit? Non. Alors, le code de procédure pénale, Maître l'a dit tout à l'heure, le principe, c'est la liberté. La détention, c'est l'exception. Mais au jour d'aujourd'hui, dans la pratique, ça c'est la théorie. Dans la pratique, la détention est la règle, la liberté, l'exception. Voilà tout le problème. En fait, les avocats ne demandaient pas que leurs confrères jouissent d'un certain favoritisme. Non, ils demandaient tout simplement que la loi soit appliquée. C'est-à-dire que quand vous avez toutes les garanties de représentation, vous avez un domicile connu, la loi a prévu que vous pouvez comparaître libre. Voilà toute la question. Pourquoi est-ce que ces avocats qui ont apporté toutes les garanties de représentation n'ont pas eu la liberté provisoire comme le prévoit une loi adoptée et promulguée par le chef d'État, même comme il disparaît là? Voilà la véritable question. Ça veut dire, regarde, je donne un autre exemple. Vous saviez que nos lois disent qu'avant d'expulser les gens dans le cadre des indemnisations, d'exproprier, voilà, il faut d'abord payer les indemnisations. Mais au jour d'aujourd'hui, on vous exproprie d'abord, on vous expulse même, mais on paye les indemnisations peut-être quand ceux qui devraient même les recevoir sont déjà morts. Est-ce qu'on est en train d'appliquer les lois du pays? Tout le monde sait par exemple que le titre foncier est sacré. Un terrain ne peut avoir qu'un seul titre foncier. Mais au Cameroun, on voit des terrains qui ont 2, 3 titres fonciers et tous sont émis par les services cadastres. Est-ce qu'on applique la loi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun n'est plus un état de droit. Le Cameroun, c'est un état d'injustice. Et quand vous avez un parti politique comme le RDPC, qui à sa création ou à sa transformation en 1987 a choisi la flamme comme symbole, ça veut tout dire. Ça veut dire que le Cameroun, depuis lors, tout le monde constate que ça brûle de partout. Le régime de la flamme. Mais la flamme aussi peut être synonyme d'espoir pour non, pas dans et de vitalité aussi pour le Cameroun. Non, en ce qui concerne le Cameroun, chacun peut constater que ça brûle partout. Voilà, le tribunal de première instance de Bonadjo, ça a brûlé. Partout ça brûle. Les ministères brûlent parce qu'on veut cacher tous les minima qu'on fait, on vole l'argent de l'État. Ça brûle. La CATV qui va, n'est-ce pas, prendre une image d'une autoroute au Maroc pour venir nous dire que c'est celle de Yaoundé qui a été terminée. Ça brûle au Cameroun. Grâce à qui? Grâce au régime de la flamme. Justement, on ne parlera pas du RDPC sur ce plateau qui a décidé d'être absent des plateaux sur Equinox Télévision. Alors, avec vous, Maître Moustapha Ngwana, les conséquences de ces actes à l'encontre des avocats victimes d'une violente répression dans un pays du système, les conséquences, on a une position prise par le Conseil de l'ordre. Êtes-vous d'accord avec l'enquête qui va être menée auprès des deux parties pour en savoir davantage sur les mobiles de cette affaire et également la condamnation affichée
par le Conseil de l'ordre concernant l'intimidation et les autres actes de répression à l'encontre de vos confrères? Je suis avocat et je conserve ma liberté de penser. Je suis sur plusieurs forums avec mes confrères, les forums dédiés aux confrères. Je n'en ai pas vu qui ait salué la réaction tiède du Conseil de l'ordre. J'estime que le Conseil de l'ordre a eu une réaction tiède. Et j'estime vraiment qu'elle a pris trop de temps pour réagir pour une question aussi fondamentale qui porte atteinte à qui s'amoindrit chaque jour un peu plus. C'est vrai, on va avancer quelques arguments. On m'a laissé entendre qu'il fallait absolument qu'on termine d'abord avec les obsèques de M. le bâtonnier, qui sera enterré certainement dans 2 semaines. Mais je veux dire que l'enterrement du M. le bâtonnier ne doit pas entraîner également l'enterrement de la corporation. Il faut que les gens le sachent. Je suis de ceux qui pensent que la réaction du Conseil de l'ordre a été une réaction non seulement tardive, mais on ne peut plus tiède. J'en ai assez de ces condamnations au bout des lèvres qui sont faites chaque fois que les avocats subissent des exactions dans les unités de police. Il faudrait que de véritables actions soient menées et que le Conseil de l'ordre et les avocats dans leur entièreté prennent sur eux de défendre les droits qui sont les leurs. Quand vous parlez de conséquences, je dis qu'il y avait une volonté d'humiliation. Parce qu'avant l'audience, comme je vous l'ai dit, l'escouade qui était à l'extérieur ne s'expliquait pas. Vous vous imaginez que les avocats qui sont en robe, qui n'ont aucun instrument menaçant, qui ne manifestent aucune témibilité, peuvent venir s'opposer à ce qu'on puisse amener leurs confrères. Il faut quand même que quand les gens font les déclarations, que les déclarations soient quand même raisonnables. Nous avons perdu plusieurs confrères qui ont été condamnés, sans que les avocats ne condamnent même. C'est-à-dire que même lorsque les faits n'étaient pas avérés, puisque plus tard ils ont été libérés. Quand vous parlez de conséquences, je l'ai dit ici, on veut envoyer un message subliminal aux Camerounais. On veut leur dire que si nous pouvons nous attaquer à ceux-là qui sont censés vous défendre, à plus forte raison, vous. Ce qui me navre davantage dans cette situation, c'est que plusieurs de ceux qui prennent ces décisions reprochables, demain, ils viendront frapper aux portes de notre corporation. Ils deviendront avocats demain. Ouais. Vous comprenez? Je n'ai rien contre. Ils sont nombreux parmi les magistrats les plus gradés qui sont aujourd'hui avocats. Ouais. Le président du Conseil constitutionnel au Cameroun, c'est un avocat. Quand après avoir été 25 ans à la tête de la chambre administrative de la Cour suprême, il est devenu avocat. François-Xavier Mbouyam, qui était procureur général de la Cour suprême, il est avocat. Je ne vais pas citer les Kitio et autres qui sont les promotionnaires du président de la Cour suprême. Ils sont aujourd'hui avocats. Ils étaient les magistrats. Donc en réalité, moi je me pose cette fois, c'est-à-dire que c'est une absurdité que je ne peux pas m'expliquer. Vous avez une profession c'est-à-dire que vers laquelle les premiers d'entre vous lognent. Mais on s'arrange à réduire de manière drastique le cadre des exercices professionnels. Il faut que les gens le sachent. Les rapports entre magistrats et avocats sont inutilement conflictuels. Nous ne sommes pas les ennemis des magistrats. Et il faut que les uns et les autres le comprennent. Lorsque vous vous attaquez à la coopération d'avocats, si vous voulez avoir une justice forte, il faut que le barreau soit également fort. En réalité, lorsqu'on le fait, on porte atteinte à la dignité de l'avocat, mais on porte également atteinte à la dignité même de l'exercice de la justice dans son intégralité. Lorsqu'on me dit qu'il y a les hauts magistrats dans la cour d'appel du littoral, je ne fais pas de la docimologie, parce qu'il y a la science de la notation. Mais je vais vous dire, la cour d'appel du littoral, le ressort de la cour d'appel du littoral est l'une des pires de la République. Je le dis, j'exerce sa doigt là. Il est difficile aujourd'hui, monsieur Katak, je pèse mes mots et je les assume. Je ne suis pas dans, je ne fais pas le combine. Je vais vous dire, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, pour obtenir la liberté provisoire dans les juridictions, c'est presque, il semble qu'il y a une chape de plomb. Les magistrats n'accordent quasiment plus la liberté provisoire dans tout le ressort de la cour d'appel du littoral. Comment cela peut s'expliquer? Est-ce que vous vous rendez compte que même les décisions de défense et exécution, une ligne, j'ai dit 2 lignes, on dit je rejette les défenses et exécution. Parfois 4 années après, les décisions ne sont pas rédigées. Et on veut venir sur un plateau de télévision, nous faire croire qu'il y a des hauts magistrats qui ont fait ci, qui ont fait ça. Notre justice est malade. Et c'est une maladie qui est voulue. Et je vais vous dire une chose. Quand on dit qu'on se plaît la qualité de la justice, un avocat n'a jamais rendu une décision de justice. Parce qu'on a tendance à vouloir tirer les avocats. Un avocat n'a jamais rendu une décision de justice. Mais les avocats sont accusés de participer à ce réseau de corruption dans la justice les avocats sont les au Cameroun. Excusez-moi, je vais vous le dire.
Si les avocats peuvent être accusés de tous les maux, soit. Mais ce qui va transpirer en définitive, qui va rétablir l'équilibre entre le fort et le faible, c'est la loi. C'est la décision qui sera rendue. Et c'est les magistrats qui rendent la décision. Si nous sommes incompétents comme certains veulent le prétendre, si nous sommes tordus comme les autres veulent le prétendre, il leur appartient de redresser et de dire le droit. Je vous le dis, au Cameroun, vous êtes incapable de délivrer un certificat de coutume. C'est quoi le certificat de coutume? C'est-à-dire c'est la position du droit national que vous donnez à un étranger. Parce qu'au Cameroun, la jurisprudence est diffuse. Sur une question de droit, vous avez parfois 3 décisions rendues le même jour. 3 décisions différentes. Je donne un exemple. Relativement à la transhumance politique, la question de la transhumance politique lors du contentieux des élections, la Cour d'appel, le tribunal administratif de la région du littoral a rendu 2 décisions contradictoires. Elle a rejeté une décision de dossier à Douala premier, mais elle a admis à Mombo. Ouais. À Ngouloumakon dans le sud, le juge a dit qu'il fallait plutôt remplacer les candidats qui venaient de notre parti politique. C'est la même question. Donc nous n'avons pas de jurisprudence. Et si on n'a pas de jurisprudence, c'est pas... Et aujourd'hui, il y a un document qu'on publie autrefois qu'on appelle le bulletin des arrêts de la Cour suprême. Ce document n'est plus publié. Et je peux vous dire qu'une des raisons, c'est que il n'y a pas de cohérence dans notre jurisprudence. Aujourd'hui, à midi, on a une décision sur une question de droit. À 13h, on a une décision exactement contraire. On ne peut pas compiler ces mettre dans le même document. Ça friserait le ridicule. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de conséquences, lorsqu'on veut parler de causes, il faut qu'on comprenne. Chacun d'entre nous doit jouer sa partition. Nous ne sommes pas dans une relation conflictuelle, ou bien nous ne voulons pas qu'il y ait le conflit permanent. Nous serons tous la même dame, Thémis, la déesse de la justice. Ouais. Nous sommes au service de la justice. Les bons magistrats aiment les avocats. Mais malheureusement, il y en a qui souhaiteraient, qui disent à mon client que c'est moi qui rends la décision. Qui laissent croire qu'on n'a pas besoin d'avoir un avocat. Mais les bons magistrats, fort heureusement, il en existe. Souhaitent qu'il y ait des avocats et de bons avocats. Pour que le débat soit élevé, ou pour que la qualité de la justice qui va être rendue soit, ça veut dire que ressemble à de la justice. Parce qu'on a coutume de dire, justice must not only be done, it must be seen to be done. La justice ne doit pas seulement être rendue, mais on doit avoir le sentiment qu'elle a été rendue. Donc les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, les populations camerounaises doivent savoir que ce n'est pas forcément à nous qu'on parle. Parce que nous étions 500 dans la salle. Parce que nous sommes solidaires quand il faut défendre les libertés, au moins des nôtres. Mais il faut que les uns et les autres sachent que c'est à eux qu'on adresse le message. Et il n'est pas normal que nous continuions d'être amorphes chaque fois que nos intérêts supérieurs sont marginalisés. Il faut absolument que nous puissions nous lever comme un seul homme pour dire non, plus jamais ça. Et il ne faut pas que les gens continuent avec ce débat-là, laissant croire que nous voulons conférer une quelconque immunité à nos confrères. Nous ne conférons une immunité à personne. Mais nous sommes sur les questions principielles. On doit respecter les principes. Et si les principes existent, c'est pour qu'ils soient respectés. La liberté s'impose à chacun d'entre nous. Et il faut que nous le sachions. Je vous l'ai dit ici à l'oreille de mon propos. Si on était dans la région du sud-ouest, ça n'aurait jamais pu arriver. Enfin que ma consoeur qui est poursuivie, elle-même, elle est fille d'un magistrat hors hiérarchie. Je ne dis pas que cela lui confère une quelconque immunité. Mais je vous le dis sur toutes les latitudes, sur tous les cieux, sur toutes les longitudes. Lorsqu'on est entre membres de la même famille, je ne demande pas qu'on ne se rend pas des services, mais on a au moins une certaine élégance dans les agissements. Et concernant l'état de droit, Didier Imkwa, les panélistes présents sur ce plateau estiment qu'il y a un recul important en matière de respect des libertés, en matière de respect des principes et des dispositions contenues dans le code pénal et toutes les lois en vigueur au Cameroun. Quel est votre regard à ce sujet? Écoutez, je ne suis pas contre tout ce que mes illustres prédécesseurs viennent de dire en matière de droit. Je suis un Camerounais d'en bas, le peuple réel et non le peuple virtuel. Je voulais dire à mon ami secrétaire général du MSC que la responsabilité généralisée et générale qui est son fonds de commerce, je vous en prie. Vous êtes secrétaire général adjoint, voilà, il en fait la responsabilité générale et généralisée son fonds de commerce, élu de la responsabilité individuelle. Parce que c'est les acteurs qui font une société. Parce que ce discours que j'entends, les gens font des grands discours. Maître Ngwana est un conseiller municipal. Il est très proche de nous. Il est de Douala 5 comme moi. Il sait pertinemment ce que pense le peuple, la population, des questions judiciaires. Il est conscient qu'il y a des familles déchirées aujourd'hui à cause des décisions de justice. Donc ils sont à la base. C'est vous qui êtes à la base. Il sait très bien que...
Pardon, à Douala, on vend des terrains 2, 3, 4, 5 fois. À la base, ce sont les avocats. Dans le milieu judiciaire, vous avez les avocats, vous avez les magistrats, vous avez les notaires, vous avez les huissiers. Mais, écoutez, le peuple est plus proche de qui parmi tous ces gens-là? C'est l'avocat. Donc quand vous parlez d'un avocat aujourd'hui, un Camerounais, il est un peu frileux, il a peur, parce qu'il sait ce qu'il attend avant. Les problèmes de droit, oui. Nous, au FSNC, nous avons dit qu'il fallait la réforme, par exemple, des questions de liberté et de droits de l'homme. Nous sommes contre, par exemple, qu'un sous-préfet se lève un matin comme ça, là, pour des raisons, on ne sait pas, interdit qu'il y ait des manifestations publiques. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients de la répression administrative. Nous sommes conscients des sanctions sur la base de ce que vous appelez chez vous la conviction. Ils appellent ça l'intime conviction, qui est d'une subjectivité phénoménale, qui ne repose sur rien de rationalité. Nous sommes contre tout ça. Dans notre parti, nous demandons un certain type de réforme parce que nous croyons à la société égalitaire. Même si nous sommes aujourd'hui alliés au RDPC, nous ne sommes pas des aliénés. Mais le RDPC qui a presque 150 députés, grâce au boycott du MRC qui a renforcé son obésité à l'Assemblée nationale en boycottant, mais nous ne pouvons que lui dire ce que nous pensons. Mais le RDPC est libre de faire ce qu'il peut. Donc il ne faudrait pas qu'on dise que, puisque nous sommes des alliés, non, nous vivons la réalité. Et nous disons ceci, chaque corps socio-professionnel au Cameroun a ses ripoux, a ses hiboux. C'est la capacité à condamner ces hiboux-là qui fait d'un corps un corps d'élite, le miroir de la société. Vous ne pouvez pas garder sur vous des ripoux, des bandits, et vous nous parlez des choses comme vous. Monsieur Maître Ngouanan, vous savez, ce n'est pas nous qui allons vous pousser à vous respecter. C'est vous-même. Nous, on connaît des avocats chez vous qui ne sont pas très sérieux, mais que vous protégez. Vous devez les dénoncer, si vous voulez qu'on vous respecte. Vous ne pouvez pas vous mobiliser 500 parce que vous allez, je ne sais pas quoi, protéger un ripou. C'est à vous de nettoyer le groupe. Vous allez faire votre argionamento, votre introspection. C'est vous, c'est pas nous qui allons vous organiser. Si vous voulez que nous vous organisons, nous allons vous organiser mal. Cela va sans dire. Donc moi je pense que généraliser à chaque fois, lorsqu'il y a un phénomène, il y a un problème dans la société, me paraît un peu hallucinant. Vous comprenez ça? Il faut que les gens apprennent, comme disait, je crois, Emmanuel Kant disait, agis de telle sorte que ton action soit la règle universelle. Si tout le monde agit tel que pense Emmanuel Kant, nous ne serons pas aujourd'hui en train de parlementer sur une histoire qui s'est passée au Palais 2000. Nous serons peut-être en train de parler de l'environnement, de l'écologie, qui nous affecte tous, au-delà de nos chapelles politiques, sexuelles, religions, je ne sais pas quoi. On a mieux à faire que de venir discuter des choses, passer un dimanche comme ça, parce que les gens ont pris 3 millions de francs par ici, parce qu'ils vont aller acheter une décision de justice. Il faut le dire. J'ai aussi des amis dans ce corps-là, qui disent des choses, mais qui ne peuvent pas venir en public le dire, parce qu'ils sont astreints peut-être au droit de réserve, mais il faut le dire. Parce que lorsque nous sommes ici, peut-être certains viennent chercher les militants, votre émission doit être aussi pédagogique, doit être éducative. C'est ça une émission de télé. Après, vous Didier Yimkwa, Maître Simon-Serge Kakak, après ce bras de fer entre magistrats et avocats ayant abouti à une intervention musclée des forces de l'ordre, comment améliorer les rapports entre ces différents acteurs de la famille de la justice au Cameroun? Moi, c'est dire que ce que je vais vous dire, je ne suis pas d'accord avec votre terminologie, avec votre sémantique quand vous parlez de bras de fer. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il ne peut pas avoir de bras de fer entre des magistrats et des avocats. Il peut y avoir des malentendus, ça c'est sûr. Mais ce que je vais vous dire avant de répondre typiquement à votre question, c'est que j'ai suivi mon confrère tout à l'heure. Je l'ai trouvé un peu... Ça se comprend d'ailleurs, hein, vous savez, il est très fâché. Il est même choqué par les images de ce qu'il a vu. Il a vécu. Voilà. Je suis d'accord avec lui. Mais je ne pense pas que nous soyons ici aujourd'hui pour faire le procès de la magistrature camerounaise. Non.
Nous ne sommes pas là pour faire le procès de la magistrature. Il y a un incident. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand vous parlez, je vous interromps. Nous faisons le procès de l'état de droit. Nous faisons le procès de l'état de droit, mais je dis... Et un élément, c'est la justice. Non, écoutez, monsieur, s'il vous plaît. Et une autre de justice... Kaka a la parole. S'il vous plaît, chers confrères. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de la magistrature, qui est un corps noble, qui est assez respecté par tous les Camerounais. Ce que je dois dire ici, c'est que, s'il vous plaît, je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout pour qu'on puisse comprendre. Vous avez que ça marche bien. Permettez qu'il aille jusqu'au bout pour qu'on comprenne. Non, écoutez, nous ne sommes pas là pour faire le procès de la magistrature. Il y a eu un incident malheureux. S'il vous plaît. Protégez vos amitiés si vous en avez dans la Maître Moustapha Ngouana, je vous en prie, permettez à votre confrère et à notre panéliste d'avoir le temps de parole aussi, de pouvoir s'exprimer. Maître Simon Serge Kaka, vous avez la parole. Allez-y. Je pense que lorsque nous venons ici, il faut essayer d'avoir le sens de la mesure. Je suis d'accord que ce qui est passé est inadmissible dans un état de droit. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais de là à venir ici, faire le procès de toute la magistrature camerounaise, cela pose un problème. Moi, je ne suis pas là pour faire le procès de la magistrature. Première chose. Deuxième chose, je ne suis pas là pour faire le procès sur un plateau de télévision du Conseil de l'ordre des avocats. Non. J'estime qu'un incident malheureux est arrivé. Ça a indigné tout le monde à l'échelle planétaire. Je pense que les dirigeants vont prendre des mesures pour ouvrir une enquête et que les responsabilités soient établies dans ce qui est arrivé. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis interrogé sur le commanditaire de ce qui est arrivé. C'est normal. Mais de là à généraliser en tirant sur les magistrats, je ne suis pas d'accord. Maintenant, je vais revenir sur ce que disait Didier tout à l'heure. Didier a dit des choses pertinentes. Mais je pense que je peux me tromper parce que nul n'a la science infuse. Mais autant que je puisse le savoir, nous ne sommes pas devenus les juges qui examinent ce qui s'est passé sur le fond de l'affaire. Parce que ce que vous dites, vous parlez de 3 millions, ça c'est le fond de l'affaire. Et autant que je puisse également le savoir, lorsqu'il y a un procès, sachez que le prévenu ou l'accusé bénéficie de 2 principes sacramentaux qu'on appelle la présomption d'innocence, jusqu'à preuve du contraire. Les confrères poursuivis bénéficient encore de la présomption d'innocence jusqu'à ce que leur responsabilité sur le plan de la matérialité des faits et sur le plan de l'imputabilité des faits soit établie. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. Vous parlez du fond de l'affaire, moi je parle de l'incident qui est arrivé et qui a amené les forces de l'ordre à bondir sur les avocats dans la salle d'audience. C'est ce que moi je commande ici. Je dis que dans aucun pays au monde, cela ne peut être toléré. Et je pense que les responsabilités seront établies et tout le monde comprendra ce qui s'est passé. Maintenant, pour vous qui êtes... C'est dit que parler tout à l'heure du bras de fer. Je pense que les rapports entre les magistrats et les avocats ne sont pas dans une posture de bras de fer. Non. Tout le monde sait que dans un pays normal, une décision de justice ne peut pas être rendue dans les règles de l'art sans la contribution des avocats. Même les magistrats eux-mêmes le savent. Lorsqu'une décision de justice est mal rendue ou bien ne reflète pas la réalité sur le plan du droit et sur le plan des faits, cela peut être le fait du magistrat, mais cela peut également être le fait des avocats. C'est pour ça que moi je pense qu'aujourd'hui, pour qu'on normalise notre état de droit, il faut que les avocats soient sérieux, il faut que les magistrats soient sérieux et qu'on soit capable d'asseoir une collaboration professionnelle qui va faire que désormais les mauvaises décisions seront de moins en moins rendues dans nos juridictions. Mais c'est la tâche qui incombe, je dis bien, aux magistrats et aux avocats et même aux greffiers, parce que quand nous parlons ici, on a tendance à oublier ce maillon de la chaîne judiciaire qu'on appelle le greffier, parce qu'aucune audience ne peut se tenir sans le greffier. Beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que quand il y a une audience, on attend la contribution de l'avocat. Il est là pour aider le juge à dire le droit en respectant les canons de l'équité et les canons de la justice. Mais il y a le greffier qui est là, qui peut mal prendre les notes. Le greffier peut mal prendre les notes, ça entraîne une erreur de justice. Donc pour moi, tous les acteurs de l'appareil judiciaire doivent travailler de manière sereine, de manière conviviale, pour que de moins en moins nous ayons des mauvaises décisions dans nos juridictions. Et cette justice fait face à une affaire qui suscite l'intérêt des Camerounais et de la communauté internationale. Roger Justin Noas, la situation du professeur Maurice Kamto, président du MRC
qui a toujours une escouade de gendarmes et de police devant sa résidence. Ensuite, il y a vos camarades de votre parti politique qui ont été placés sous mandat de détention provisoire. Vous avez introduit à travers vos avocats des demandes d'habeas corpus. Comment évolue la situation judiciaire et juridique de vos camarades militants du MRC et la situation du professeur Maurice Kamto? Oui, ça donne l'occasion de dire qu'en réalité, nous sommes ici pour faire le procès de l'état de droit. Et tout à l'heure, je vous ai démontré qu'au Cameroun, on n'avait plus un état de droit, mais c'est plutôt un état de chaos, un état d'injustice. Et les injustices, le MSC en a subi et continue à subir. Vous saviez qu'on a arrêté certains camarades chez eux et pour ensuite les accuser d'attroupement. Je ne sais pas si, lorsque vous êtes avec votre épouse, vos enfants à la maison, c'est un attroupement. Mais au Cameroun, il semble que c'est un attroupement. Et c'est une grosse aberration. Nous avons un leader politique qui a gagné l'élection et qui a demandé dans ce pays qu'on lui demande qu'il n'a pas gagné ces élections-là en acceptant un recomptage de voix. On a vu aux États-Unis, dans ces 13 ans, on a fait le recomptage de voix. Mais au Cameroun, on n'accepte pas. Mais on veut démontrer au président élu Maurice Kamto qu'il n'a pas gagné l'élection. Et par conséquent, depuis lors, la loi est utilisée pour opprimer et réprimer les militants du mouvement pour l'instant du Cameroun. À tel point que ce parti ne peut plus organiser la moindre réunion sans que ce soit une escouade de gendarmes, de policiers, lourdement armés comme s'ils allaient à Afghanistan, qui s'y rendent. Récemment, je pense que c'était le jeudi 24, lorsque le président a appelé à une journée de deuil national. Il vous souvient que les gendarmes et policiers ont pris d'assaut le siège national à Yaoundé, ont demandé aux dames qui étaient là de sortir, de libérer le siège. C'est un domicile privé. Ça a été le cas aussi à Douala ici. Mais depuis un peu plus de 40 jours aujourd'hui, le président Maurice Kamto est séquestré avec toute sa famille chez lui, sans qu'il n'y ait eu, comme certains veulent nous le faire croire, que nous sommes dans un état de droit, un acte ni judiciaire ni administratif le plaçant en détention, en résidence surveillée. Mais le fait qu'il n'est plus libre d'aller et de venir. Et lorsque, utilisant les moyens modernes de communication, il donne une interview à France 24 pour exprimer cet état d'arbitraire, tout de suite, on renforce, n'est-ce pas, l'assaut à son domicile. Est-ce que cela est normal? Nos camarades aujourd'hui, dans les commissariats, ont subi les pires tortures. Imaginez, dans le cas du commissariat de central numéro 1 à Yaoundé, que des Camerounais sont entassés, des hommes et des femmes dans une seule cellule. Les uns et les autres font leurs besoins au vu et au su des autres. Et la porte est fermée, il n'y a pas d'ouverture. Imaginez que ces gens-là respirent ces odeurs pestilentielles durant des jours. Beaucoup sont malades. Et on a un qui, au sortir, les odeurs présidentielles. Pestilentielles. Pestilentielles, ce que j'ai dit. Pestilentielles. Alors, il veut me troubler. Il y en a un qui est sorti et qui a fait l'AVC. Est-ce que c'est admissible? Aujourd'hui, le CED est devenu le temple de la torture. Or, chacun sait que le Cameroun a signé la convention contre la torture. Pourquoi est-ce qu'on continue aujourd'hui à torturer les Camerounais pour leur opinion politique? Je voudrais dire que M. Zambo Pascal, coordonnateur national chargé du mouvement d'inspection du MSC, a été arrêté à Douala et déporté à Yaoundé. C'est en application de quelle loi? Non, comme vous dites, c'est en application de quelle loi? Ça fait que nous autres, nous sommes presque des justices sans avoir rien fait. Le maître parlait de la présomption d'innocence. Aujourd'hui, pour nous, c'est la présomption de culpabilité. C'est-à-dire, on t'arrête d'abord et on cherche les chefs d'accusation parce qu'il faut qu'on demande que tu es coupable. Oui, il y a un attroupement chez toi, avec tes enfants et toi. C'est un attroupement. Mais qu'on arrête cet acharnement-là contre le mouvement pour l'instant du Cameroun. Je voudrais dire à ces gens-là que ce pays ne leur appartient pas. Nous sommes tous Camerounais. Et il faut qu'ils sachent que ce qu'ils font maintenant là, certains l'ont fait avec eux, avant eux. Au lieu de protéger l'état de droit, ils sont plutôt servis et ils ont mis la justice aux ordres. Aujourd'hui, ils sont de l'autre côté. Ils sont dans les prisons et ils crient à l'injustice.
qui se disent que demain, ce qu'ils font là, ils pourraient se retrouver dans ce cas-là. C'est pour dire que, au lieu de tout ça, mettons-nous ensemble, construisons notre pays. Il faut que nous ayons un véritable état de droit, où ce n'est pas les hommes qui sont forts, mais les institutions qui sont fortes. Et parlant de ces institutions... Et parlant des institutions, je ne suis pas là, je voudrais dire, vous avez parlé du Conseil de l'ordre. Moi, Camerounais, je vais vous dire toute ma déception. N'est-ce pas, par rapport à cette sortie de l'ordre. Parce que ce qui se passe, imaginez qu'un avocat aille au CED. Et quand on demande qu'on doit l'offrir comme tous les autres visiteurs, alors qu'il va rendre visite à son client. Imaginez qu'un autre avocat, après, il ne peut même pas faire un entretien avec son client sans la présence des gendarmes. Et lorsqu'il finit, on arrache ses notes. Est-ce que nous sommes là dans un état de droit? Et quand je vois cette sortie très molle du Conseil de l'ordre, je me dis, c'est vraiment le Macabo qui a demandé à être... la patate qui a demandé à être mangée crue. Parce que ces avocats doivent faire une sortie très forte pour envoyer un message très fort. Pourquoi? Je pense que ce que veut faire le régime, c'est de montrer aux Camerounais que les avocats ne sont rien. Donc on peut faire de vous ce que nous voulons, ils ne peuvent rien faire. Et c'est pourquoi il y a une image qui circule sur Internet où quelqu'un dans sa cellule, il dit je vais voir mon avocat, l'avocat à côté de moi, moi voici dans une autre cellule. C'est ça l'image et c'est à cela qu'on veut que nous arrivons. Non, nous disons non à cela. Nous disons à ces gens-là, le Cameroun nous appartient. Nous demandons au président de fait là. Il a arraché le pouvoir, qu'il assume ce pouvoir et qu'il protège les Camerounais parce que la loi est là pour protéger et non pour détruire. Honnêtement, dites aussi aux Camerounais qu'il y a une image de porte-parole du président Kamto et du vice-président sur le net qui démontre en fait que ils ne sont pas torturés. Ce que vous dites là, ça relève peut-être des... Je parlais de... Je vous ai parlé des cas de torture précis. Si vous avez suivi ma page, écoutez, ne venez pas, ne venez pas à ce jeu-là. Quel contre-exemple? Je vous éviter la manipulation de masse. Quelle manipulation? C'est vous qui voulez manipuler. Un contre-exemple. C'est vous qui voulez manipuler l'opinion nationale et internationale. Dites les faits. Ne parlez que des faits. Et les faits, nous avons, monsieur. Les faits, nous avons. Il y a des images de torture. Cette image, ce n'est même pas une image, c'est une caricature. C'est différent, c'est une caricature. Moi, je parle de... Nous avons des images de torture, c'est une photo. De femmes. Vous parlez d'une caricature. C'est une caricature. Moi, je parle d'une photo. Est-ce que vous pouvez vivre dans une salle avec vos enfants, votre épouse? Chacun fait des choses. Là, c'est un autre problème. Vous respirez ces odeurs-là durant des jours. Si ça ne dépendait que de moi, je vous en prie. Si ça ne dépendait que de moi, on libérait le professeur Kamto. Didier Yimkwa, est-ce que pour vous, il n'existe pas d'acte de torture à l'encontre de ces manifestants du 22 septembre qui ont été arrêtés et placés en détention? Je ne peux vraiment pas répondre à cette question parce que je n'ai pas été sur le site. Mais si ça existe, de façon... Vous savez, avant d'être militant écologiste, avant d'être militant du FSNC, je suis militant écologiste. Seul le respect de l'humanité oriente notre combat. Je vous dis ici, je prends ça sur moi. Je pense à ce moi, je suis contre l'assignation, là où se trouve monsieur... La séquestration. Je suis contre. Ce n'est pas une assignation, c'est une séquestration. C'est vrai que lorsqu'on lit la loi est là, il faut la respecter, la liberté et la responsabilité vont de pair. Mais moi, je suis contre qu'il soit séquestré. Parce que je pense que c'est un acteur majeur de la scène politique. Il faut qu'on le laisse gérer ses propres contradictoires. Parce qu'en termes de contradictoires, il en a. Nous sommes sur le terrain politique. Lorsqu'il est là, vous savez, beaucoup de gens parmi eux rêvent d'un complexe mandélien. Beaucoup d'hommes politiques rêvent cela. Ils pensent qu'en allant en prison, on peut se refaire une virginité politique. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup passer dans les plateaux de télévision. Ils ont choisi comme modèle de politique la provocation, insulter, injurer, la stigmatisation. Mais je pense qu'on peut construire, nous sommes pour la construction d'une société égalitaire. Vous comprenez? Donc je suis pour qu'on le libère. Même ceux qui sont de l'autre côté, il faut qu'on les libère. Et que nous battons sur le terrain politique, sur les débats d'idées. Quelqu'un a parlé ici de principe idéal, je suis tout à fait d'accord. Vous comprenez? S'il y a vraiment ce qu'il dit, si on est en train de terroriser les Camerounais, si on est en train de déshumaniser les Camerounais en prison, moi je dis, je ne suis pas d'accord. Les autorités camerounaises n'ont pas commenté ces actes de torture dénoncés par les avocats
des militants du MRC. Edmond Kambia, pour autant, les questions d'état de droit préoccupent la communauté internationale, hein, qui a un regard très inquiétant sur l'évolution de la situation sociopolitique au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut entrevoir dans ce contexte de généralisation des violations des droits de l'homme dans le pays? Ce qu'il faut entrevoir n'augure rien de bon, parce que les faits sont très mauvais. Chaque fois que les violations des droits de l'homme se multiplient, s'aggravent d'année en année, pour ne parler que de la crise anglophone qui date de 2016. Souvenez-vous que c'est lorsque les avocats ont exprimé leur ras-le-bol, notamment les avocats d'expression anglaise, ils ont été tabassés, leur robe déchirée. Il y a des policiers, des forces de sécurité qui sont allés jusqu'à détruire, c'est-à-dire qu'ils sont allés même dans les bureaux des cabinets d'avocats, détruire, emporter des documents dans des conditions abracadabrantesques que la crise anglophone a commencé. Et ce qui s'est passé au palais de justice de Bonanjo récemment, avec des avocats tabassés dans le même contexte, c'est-à-dire chaque fois que je pense à ce qui s'est passé au tribunal de première instance de Bonanjo, où les avocats ont vécu ce qu'ils ont vécu, cette horreur-là, je pense immédiatement aux avocats anglophones qui ont été tabassés en 2016, et c'est par là que la crise avait commencé. Et je me pose la question suivante. Est-ce que ce qui s'est passé au palais de justice de Bonanjo est le nouveau départ d'une autre crise, cette fois-ci pas anglophone, mais francophone, qui va continuer jusqu'à aboutir à ce que nous connaissons dans la crise anglophone? C'est la question de fond que je me pose. Parce que visiblement, les solutions qu'on a essayé d'apporter à la crise anglophone sont demeurées des solutions cosmétiques qui ne répondent pas à la question de fond, qui est la forme de l'État en ce qui concerne la crise anglophone. Et aujourd'hui, avec les avocats d'expression française, je crains que ce soit là le début d'une autre crise qui n'est pas également comme celle de la crise anglophone, mais qui, si le barreau a un véritable conseil de l'ordre, un conseil de l'ordre fort, un bâtonnier fort, malheureusement, et je le regrette, le bâtonnier est décédé, il sera bientôt inhumé. Je souhaite que le barreau ait un nouveau bâtonnier, au-delà de l'intérim qu'assure la doyenne d'âge, un nouveau bâtonnier, et un bâtonnier qui va être à l'écoute des avocats, pour que nous ayons au Cameroun un barreau et un bâtonnier qui ressemblent véritablement à ce que le Cameroun a connu comme barreau dans les années 90 et jusque dans les années 2000. Malheureusement, comme l'a dit Maître Mbana ici, notre conviction, c'est également le fait que nous ne reconnaissons pas le barreau aujourd'hui comme celui qu'on a toujours connu dans le passé au Cameroun. Parce qu'il faut le dire, l'avocat est le dernier rempart pour le justiciable. C'est-à-dire que quand dans un pays, tout va mal, qu'il y a trop d'injustice, celui qui est censé porter, c'est-à-dire porter la doléance là, et défendre celui qui souffre, la veuve et l'orphelin, les citoyens pauvres et malheureux, c'est l'avocat. Quand l'avocat est ainsi humilié, quand il subit ce qu'on a vu récemment à Bonanjo Adouala, je vous assure, ce n'est pas de nature à rassurer le justiciable. Et le justiciable est de tous ordres. Il est personne physique, il est personne morale. Et quand je parle de personne morale, je pense aux investisseurs étrangers. Quand les investisseurs, potentiels investisseurs étrangers de leur pays, où ils se trouvent, par satellite, voient ce qui se passe au Cameroun, ça ne leur donne pas envie de venir au Cameroun. Pour répondre sur le fond de votre question, Sédik Noufélé, en matière de droits de l'homme, je disais tantôt que ça n'augure rien de bon. Effectivement, ça n'augure rien de bon parce que le Cameroun sera à nouveau interpellé d'une manière ou d'une autre. Vous savez, chaque pays, chaque État membre de l'ONU doit passer par le Comité des droits de l'homme de Genève, rendre compte de la situation des droits de l'homme et dire sur les faits qui lui sont reprochés pourquoi il s'est passé ceci ou cela. Et je suis certain, ce n'est pas une perspective que par rapport à ce qui s'est passé à Bonanjo l'autre jour, le gouvernement aura du mal
à justifier ce qui a pu se passer ainsi, parce qu'on n'a jamais vu ça au Cameroun. C'est-à-dire, le Cameroun est passé par plusieurs étapes, hein, vous savez. Nous sommes passés du protectorat allemand au mandat, au double mandat franco-britannique, à la double tutelle franco-britannique, jusqu'à acquérir ce que nous connaissons, nous les francophones, comme étant l'indépendance. Je dis nous les francophones comme étant l'indépendance, le 1er janvier 60. Je le dis ainsi parce que les Camerounais dans leur totalité n'ont pas eu leur indépendance le 1er janvier 1960. Une partie de nos frères et sœurs attendaient encore d'être autonomes, de se libérer de la Grande-Bretagne. Et c'est ce qu'ils ont cru entendre à travers non seulement les résultats du plébiscite, ni figue ni raison, qui ont même donné lieu à un deuil national, parce que ce n'était pas l'ensemble des Camerounais d'expression anglaise qui sont revenus au Cameroun. Le Northern Cameroun, nous on l'a perdu, c'est rattaché au Nigeria. C'est le Southern Cameroun qui est revenu vers nous, au lieu de protéger nos frères et sœurs du Southern Cameroun, qui étaient fiers d'être avec nous le 1er octobre 1961, lorsque le Cameroun a posé les bases de l'État fédéral. On a commencé à les frustrer en quittant l'État fédéral de manière brutale et unilatérale par un vrai faux référendum qui a donné lieu à l'État unitaire. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, en 1984, notamment en février, nous sommes passés de manière brutale et unilatérale à la République du Cameroun, de la République unie à la République du Cameroun. Et c'est le nom de l'ancien Cameroun français. Le Cameroun actuel, République du Cameroun, c'est le nom du Cameroun indépendant du 1er janvier 1960. C'est-à-dire le Cameroun français, auquel n'étaient pas partis nos frères et sœurs du Southern Cameroun. Et c'est dans cette partie du Cameroun britannique qu'on observe une crise depuis près de 4 ans. Avec vous, maître Moustapha Anguana, 4 ans déjà de crise, 3 ans de conflits armés, plus d'une dizaine de sessions parlementaires et une session extraordinaire, mais aucun débat organisé jusqu'ici sur les initiatives à prendre et l'examen des causes profondes de la crise dans les régions anglophones. À l'ouverture de la session de ce mois de novembre en 2020, les discours étaient essentiellement axés sur la condamnation des actes de massacre des enfants à Kumba, mais rien jusqu'ici concernant une initiative parlementaire. Comment appréciez-vous l'attitude du Parlement camerounais après 4 ans de crise et 3 ans de conflits armés dans le nord-ouest et le sud-ouest? Vous allez constater qu'il y a chez ceux qui nous gouvernent une très grande arrogance, une très grande défiance et une très grande propension à la violence. Parce que vous avez vu, on parlait des avocats tout à l'heure, le procureur général et le procureur, avant de donner, en tout cas le parquet avant de donner l'assaut, auraient pu envisager la négociation. Je pense que lorsqu'il y a des cris du cœur qui viennent du plus profond des entrailles de nos populations et même des avocats, il faut que nous apprenions à négocier. Parce que avocats, magistrats sont appelés à vivre ensemble, comme francophones et anglophones sont absolument appelés à vivre ensemble. Vous vous rappelez, à l'orée de cette crise, le SDF a suscité l'ouverture d'un débat parlementaire sur cette question-là. Ça dit que les choses se sont passées même dans une espèce de carnaval. Parce qu'à un moment donné, le SDF a dû utiliser les vuvuzela et des cris, des youyou et autres. Ce qui peut être considéré comme déshonorant pour l'image de notre démocratie. Mais c'était un peu une obligation, c'était un peu comme des personnes qui étaient dos au mur et qui devaient absolument trouver une solution pour qu'on puisse évoquer les questions liées à la crise anglophone. Malheureusement, au Cameroun, l'exécutif est on ne peut plus fort. Les autres pouvoirs jouent en réalité un rôle d'accompagnateur du pouvoir exécutif. L'exécutif fout son nez partout. Lorsqu'il faut désigner le président du groupe parlementaire RDPC, ça vient de l'exécutif. Lorsqu'il faut même nommer au sein du Conseil supérieur de la magistrature, ça vient toujours du pouvoir
RDP, c'est pour l'essentiel. Donc il ne faut pas être surpris que le Parlement ne puisse pas réagir. Il y a cette majorité obèse que le RDP s'est adjugé. Mais il y a également que le problème est systémique. Nous ne sommes pas prompts à la négociation. Notre pays est caporalisé par une poignée de personnes qui en font leur affaire personnelle et ne souhaitent pas que les choses puissent véritablement changer dans un sens qui nous permette de pouvoir libérer nos énergies. La crise anglophone, vous l'avez dit, elle a commencé comme un jeu et c'était les avocats qui étaient à l'avant-garde de l'affaire. Aujourd'hui également en zone francophone, les avocats sont attaqués avec une brutalité inouïe. Je ne veux pas, comparaison n'est pas raison, je n'ai pas envie d'établir une espèce d'analogie entre les deux événements. Mais imaginez-vous que quelques francophones ont la malheureuse idée de devoir également créer un foyer de tension. Les choses vont certainement aller de Caraïbes en Silla, de mal en pire. Donc, il faut absolument que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'il n'y a pas de sujet tabou dans la République. Particulièrement lorsque ce sont ses intérêts supérieurs qui sont en jeu. Particulièrement lorsque la patrie est décimée, comme c'est le cas actuellement. Où la mort d'un citoyen relève désormais du fait divers dans la région anglophone. Il faut également que le pouvoir exécutif, qui est aussi fort que celui que nous avons au Cameroun, se manifeste véritablement là où on l'attend. Parce que j'ai trouvé par exemple cette semaine, on ne peut plus insultant pour l'honneur de la République qu'un président qui n'est présent nulle part. Vous pouvez mourir par dizaines, par milliers dans les régions du Cameroun. Les enfants peuvent se faire décapiter, on ne l'entend pas. Mais il était aux obsèques de sa sœur. Mais le président de la République a adressé ses condoléances aux familles. Je vous dis, le pape il a envoyé le Premier ministre pour le représenter personnellement aux obsèques lors de ce deuil national à Combat. Des événements ont été organisés également à Yaoundé pour matérialiser la compassion du gouvernement et du président de la République en la mémoire de ces personnes-là. Et dans le cadre dont vous faites mention, c'est un cadre strictement privé où un chef de l'État a aussi une famille et à laquelle il peut honorer pour ce qui concerne sa famille. On ne délègue pas la fonction présidentielle en période de crise. Le pape François a pris la parole dans le cadre de la crise des massacres de combat. On a entendu sa voix. Notre président est atteint du complexe de Dieu. Il estime qu'il ne doit pas. Il s'estime, on ne peut plus supérieur au reste de la nation pour pouvoir nous parler de temps en temps. Et ça nous fait problème. Vous avez indiqué, on dit, vous avez un président de la République ne s'appartient plus. Il ne s'appartient plus. Il doit donner plus d'importance à la nation qu'il est censé souder plutôt qu'à sa seule famille. Je dis, ça aurait été un fait anodin qu'il aille aux obsèques de sa sœur aînée. S'il manifestait et témoignait sa compassion émue aux populations camerounaises, des régions anglophones qui sont affligées chaque jour au quotidien. Nous nous demandons quels sont les actes quelles sont les atrocités qui peuvent amener le président de la République finalement à s'occuper de la fonction présidentielle qui est sienne. Il faut absolument que le président puisse se mettre, puisque c'est lui qui est en même temps, c'est lui qui contrôle également le Parlement. Au moins qu'il demande aux parlementaires d'ouvrir un débat sur la question. Après vous, M. Fangwana, Roger Justin Noah, le Parlement camerounais aurait-il pu faire un sursaut patriotique après l'escalade de violences meurtrières dans les régions anglophones qui a essentiellement ciblé des enfants et des femmes dans le sud-ouest et le nord-ouest? Oui, nous avons tous écouté le discours du président de l'Assemblée nationale, durant lequel il a cru bon de donner des leçons de démocratie au président du Cameroun, lui qui, on se le rappelle, a fait de notre parti lors d'un meeting à Tokombéré. Je pense qu'il demande par là que le Parlement n'est pas au service du peuple. Parce que
s'il avait trouvé que la question anglophone était un sujet très important, un sujet national très important, il n'aurait pas fait cette digression pour parler du MSC ou de Maurice Kamto. Le Parlement est censé représenter le peuple. Lorsque ce peuple-là souffre dans sa chair, le Parlement doit en faire écho. Depuis pas mal d'années, malgré tous les efforts du SIF, ces représentants de la nation n'ont jamais jugé bon de débattre de la question anglophone. Ailleurs, cette question aurait été déjà débattue depuis fort longtemps. On aurait même vu une commission parlementaire descendre pour savoir ce qui se passe exactement dans le nord-ouest et sud-ouest. Imaginez que des parlements étrangers ont parlé de la question anglophone, mais pas le Parlement national. Ces gens-là sont à l'Assemblée nationale et au Sénat pour enregistrer les projets de loi soumis par l'exécutif et encaisser les millions qui vont avec. Aussi simple que ça. Voilà, ils sont en session budgétaire. Chacun devra rentrer avec des millions au détriment du peuple camerounais. Et ils ne vont jamais parler de la question anglophone parce que ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est cet argent-là que le régime de Yaoundé, le régime de la Flamme, leur donne à chaque session. C'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas le sort des Camerounais. Et ils se prétendent être nos représentants. Comble vraiment de l'insulte. Ils se prennent pour nos représentants. Mais mon représentant à moi va se préoccuper de mes problèmes. Une partie du pays est malade. Les régions du sud et nord-ouest sont touchées. Mais que font donc le représentant de nos représentants? Ils disent être nos représentants. Que font-ils? Pourquoi ils n'en parlent pas? Moi, j'ai honte à leur place. J'ai vraiment honte à la place de ces sénateurs, à la place de ces députés. S'ils avaient encore un peu de dignité, ils devaient tous démissionner. Surtout ceux du régime, ceux du parti au pouvoir. Pourquoi? Parce que quand vous êtes là-bas, ce n'est plus le parti que vous devez servir. C'est vos compatriotes. Mais tous ces députés du parti au pouvoir soutiennent les initiatives prises par le gouvernement dans le cadre de la résolution de la crise anglophone. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un député à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour un sénateur? Non, moi, ils soutiennent. Qu'est-ce qu'ils soutiennent? On ne peut normalement soutenir qu'une initiative qui va dans le sens de ce que souhaite la population lorsqu'on est représentant de la population. Mais ce n'est pas ce qu'ils soutiennent. Parce que, regardez les recommandations. Certains parlent de résolution, il n'y a jamais eu. C'est les recommandations de ceux qui ont appelé le grand dialogue national. Ils sont incapables de mettre en exécution ces recommandations-là. De la même manière qu'ils sont incapables d'appliquer leurs propres lois. Voilà ce qui se passe dans ces pays. Et on aurait cru que dans ce cas-là, le député est notre rempart. Quand c'est fort, nous sommes maltraités, opprimés, réprimés par l'exécutif, nous allons nous recroqueviller auprès de nos représentants à l'Assemblée, au Parlement, pour qu'enfin, ils puissent dire à ces régimes, trop, c'est trop. Il faut trouver une solution. Et tout le monde sait quelle est la solution. Pourquoi est-ce que nos parlementaires ne mettent pas la pression, s'ils aimaient encore ce peuple-là, pour que le régime de la Flamme accepte de mettre en place des conditions qui vont permettre un retour à la paix dans les régions du nord et sud-ouest? Est-ce que nous sommes contents de perdre chaque jour des soldats? Est-ce que nous sommes contents de perdre chaque jour des Camerounais? Et ce qui est plus curieux encore, c'est que l'on embastille une dame qui n'a fait que raconter sa douleur. Est-ce que c'est normal? Vous racontez votre douleur, on vous emprisonne. Pourtant, M. Paul Biya a dit qu'on ne devrait plus aller dans le maquis pour exprimer ses opinions. Voilà une dame qui a exprimé sa douleur, une douleur profonde, avec la perte consécutive de ses jumeaux, mais qui se retrouve encore dans les géoles, à la suite d'un communiqué abject du gouvernement. Si on avait encore de la hauteur, je vais dire ce gouvernement avait de la hauteur, je pense qu'au lieu de faire un communiqué sur le cas de Mme Djomo, vous voyez qu'ils n'ont fait aucun communiqué sur sur ce qui s'est passé à Bonandio. Mais ça, c'est une question importante. Ils préfèrent s'occuper des choses périphériques. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut quand même que ces gens se disent que nous avons... je pense qu'ils ont quand même des cœurs comme nous et qui doivent se dire, après tout,
Nous gérons des humains, nous ne gérons pas des animaux. Même les animaux ont des droits. Après vous, Roger Justin, Didier Yimkwa, vous êtes à l'Assemblée nationale depuis la dernière élection avec un nombre un peu plus important de députés, mais le RDPC conserve une majorité écrasante. Lorsque vous observez l'attitude des parlementaires depuis le déclenchement de la crise anglophone, comment expliquer l'absence d'initiative parlementaire pour mettre la pression sur l'exécutif ou pour impulser une véritable stratégie de résolution durable de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Oui, avant de répondre à votre question, permettez-moi, Cédric, de réagir sur deux sorties. La sortie de votre excellent consultant et de Maître Ngwana. D'abord, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'histoire, comment il a raconté l'histoire, mais il a omis, peut-être à dessein, il est assez intelligent, il aurait fait à dessein, il a omis de nous dire que ce qui s'est passé de 60 en 82, ça c'est les dates, passant par 61, le président Ido l'a fait avec l'élite anglophone. Michel Foucault appelle ça la biopolitique. C'est-à-dire qu'il y a eu distribution de postes, les gens ont pris de postes, ils ont laissé passer un certain nombre de choses. Il faut le dire, monsieur le consultant. Maintenant, revenons sur monsieur Ngwana. Le maître Ngwana est surpris que le chef d'État ne soit pas allé je ne sais pas, à Kumba ou à Bamendo ou à Boya. Heureusement, vous lui avez bien répondu. Maître Ngwana, l'État n'est pas Paul Biya. C'est Napoléon qui avait dit que l'État, c'est moi. Monsieur Biya n'a jamais dit l'État, c'est moi. Il représente l'État. L'État, c'est moi, je vous en prie. C'est le chef de l'État. Quand vous êtes dans votre quand vous vous lancez dans votre liturgie, je ne vous arrête pas. Laissez-moi dire, et respectez-moi, ce n'est pas n'importe quoi. Je suis dans les analyses, vous êtes dans les commentaires. C'est deux mondes différents. Didier Yimkwa a la parole. Donc, ce que M. Ngwana fait, on appelle cela l'anthropophisation de l'État. Donner une figure humaine à l'État. Non, l'État n'est pas l'homme. C'est Napoléon qui avait dit l'État c'est moi. Biya n'a jamais dit l'État c'est moi. Et je suis tout aussi surprenant. Je vous en prie. Je vous en prie. Si vous avez la diarrhée, vous pouvez aller à côté. Je suis encore d'autant surpris parce que il appartient à un parti qui prend le fédéralisme. Donc vous ne pouvez pas être en même temps fédéraliste, en même temps jacobin. C'est de l'incohérence totale. Mais les États-Unis, c'est un État fédéral. On voit le président américain Donald Trump qui s'est rendu plusieurs fois dans les États où il y a eu des catastrophes naturelles, où il y a eu des attaques contre des concitoyens américains victimes d'une attaque terroriste ou bien des attaques à main armée dans son pays. On voit également en France qu'il y a une référence pour le Cameroun en matière politique où le président français, Emmanuel Macron, est le premier à intervenir lorsque des Français ont été victimes d'une attaque à l'arme blanche dans une église ou dans des magasins à Paris ou dans d'autres villes en région parisienne. Les Camerounais aussi aimeraient voir le chef de l'État être présent lorsqu'il y a des événements qui touchent l'intérêt national. Pour vous, est-ce que le fait de le demander pour les Camerounais, est-ce que cela est mal placé? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que même ceux dont vous citez en exemple, sont vos exemples, ce ne sont pas mes exemples. Ils ont peut-être le don d'ubiquité. Le président Biya n'a pas un don d'ubiquité d'être partout là où le peuple l'appelle. Mais je pense que dans les années 80, il avait accordé une interview. C'est le don de voler une lecture. Je vous en prie, il a la parole. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Il répondant à une interview de Yves Mourouzi, je ne sais pas si c'était Yves Mourouzi, qui lui demandait que Monsieur le Président, vous êtes tout le temps dans les voyages. Il dit, je ne suis pas seul à gérer le Cameroun. J'ai un Premier ministre, j'ai des ministres. Nous sommes dans un processus de la décentralisation. Il faut que les gens apprennent que le chef d'État n'est pas un journaliste de télé qui doit être là tous les jours. Ça fait 24 ans. Il faudrait que... monsieur Maître Ngwana, j'ai au moins le chic de vous respecter quand vous parlez. Je ne vous interromps pas. Cela relève de ma culture politique. Vous l'avez fait aussi une fois. Peut-être chez vous, vous interrompez les gens. Moi, je ne le fais pas. C'est au moins la chance que j'ai eue à marcher à côté de l'un des meilleurs porte-parole du renouveau, le président Issa Chirouma. Il a passé 10 ans, 1 mois. Donc c'est pour vous dire qu'on respecte les avis des uns et des autres. Respectez mon avis. C'est le code de Biya. Vous croyez que c'est en allant, si le président Biya va... C'est vrai qu'il y a un capital symbolique, mais acceptez aussi qu'avant d'être chef d'État, il a une vie privée. Et vous lui avez bien répondu.
Donc, revenons donc sur le cas de la gestion de la crise du Nozo, la crise de conflit du Nozo. Moi, je crois que si jusqu'à aujourd'hui, 5, 6 ans, 4 ans déjà, que ça dure, la crise est encore là, il faut avoir l'humilité de changer la démarche, de changer le fusil d'épaule. Nous avons cru qu'il est temps aujourd'hui de discuter avec tout le monde. Monsieur Seydi Noufélé, l'ingénierie du crime est universelle dans tout le monde entier. Vous pouvez demander à tous ceux qui travaillent dans les conflits, l'urologie, l'étude des conflits et des guerres, ils vous diront que dans une ingénierie de crime, vous avez les exécuteurs qui ne comprennent rien aux enjeux, du conflit armé. C'est-à-dire ceux qui massacrent, qui tuent, qui décapitent les femmes. C'est des gens qu'on a recrutés comme ça, on les a endoctrinés, on leur donne la drogue, on dit allez tuer, vous avez 50 000, on leur promet monts et merveilles. Ils ne comprennent rien aux enjeux. Vous avez des exécutants. Ils ne sont pas en back-office, mais vous avez les commanditaires directs et indirects. Ces commanditaires indirects, vous pouvez aussi les trouver dans les partis politiques. Vous pouvez aussi les trouver dans les médias. Vous avez des hommes politiques ici qui n'ont jamais, depuis que cette histoire est déclenchée, qui n'ont jamais déclaré, qui n'ont jamais demandé à ces ambassadeurs de déposer des armes. Ils ont plutôt réacheté, comme on dit au quartier, ce conflit. Ça leur a peut-être servi, peut-être ça voulait leur servir de cheval de Troie pour arriver à étudier. Ils ont chaque fois cherché à mettre sur la même balance les bandits, parce que c'est les bandits, les terroristes, et les forces armées de défense et de sécurité, à qui je rends un vivant hommage, qui sont là, pas comme armée d'interposition ou bien d'occupation, qui sont là comme une armée qui doit protéger les intérêts des Camerounais, qui doit permettre aux Camerounais de circuler, pour maintenant faire le dialogue. Moi, je suis pour qu'on dialogue avec des influenceurs. Les influenceurs, on les connaît. On les connaît. Moi, j'ai une association qui appartient au réseau national de la mangrove des zones humides. 80% des membres de cette association sont les Camerounais de l'autre côté du Mungo. Qui sont les influenceurs, qui sont tous les jours avec ces populations. Pourquoi? Parce que Mais que fait donc le Parlement? Mais maintenant pour le Parlement, oui. Quand il y a une crise qui perdure depuis 4 ans, c'est pour ça, je parle du Parlement. La nation. Vous comprenez? Qu'est-ce qui explique C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas au Parlement. Vous savez, il faut le dire, c'est un fait, le fait est réel. La majorité, l'obésité qui a été facilitée même par le boycott du MRC, parce qu'avant la dernière mandature, le RDP avait presque 140, aujourd'hui c'est plus de 100. Mais vous êtes un parti politique aussi, non? Voyez-vous, au Parlement. nous disons que si jusqu'à présent, je l'ai dit à l'entame de mon propos, la crise persiste, il faut changer de paradigme. C'est ce que je dis. Vous parlez des députés. Les députés qui sont à l'Assemblée ne sont pas différents du comité central du RDPC. Par la discipline du parti, ils ne peuvent qu'agir par rapport au comité central du RDPC. Je le dis, bon, que mes amis du RDPC m'en excusent parce qu'ils ne sont pas présents ici, peut-être pour me prendre en contre-pied, mais c'est les faits sont réels. Et puis moi je vais très loin, je dis, il faut changer de paradigme, il faut discuter avec les influenceurs, il faut discuter avec les princes de l'église, parce que c'est un crime, pardon, aujourd'hui, c'est une crise aujourd'hui qui est politique et qui se passe dans un espace socio-culturel où vous avez des personnalités. Et je regrette, comme l'a si bien dit votre excellent consultant, on ne devrait pas s'attaquer à l'époque aux avocats, qui sont des influenceurs. On ne devait pas s'attaquer à l'époque, par exemple, au syndicat des enseignants, qui sont des influenceurs. Il faut discuter avec tout le monde. Et comme c'est une crise presque nationale, pourquoi pas discuter avec le professeur Kamto, qui à une certaine époque a travaillé sur le conflit Bakassi, à une seule condition, qu'il abandonne cette fumisterie de paysans élus, qu'ils puissent aussi s'émanciper de la brigade anti-Sagina, qui aujourd'hui sont aussi des Camerounais, mais qui expriment de leur façon le patriotisme. Il faut savoir pardonner, il faut savoir accepter quelque chose. Et monsieur le secrétaire général adjoint du MRC, peut-être vous ne savez pas qu'il y a une différence entre débat et dialogue. Dans un débat, il doit y avoir un gagnant, mais dans un dialogue, c'est le pays qui gagne. Et il y a un dénominateur commun qui se dégage des interventions ici, Maître Simon Sèche-Kaka, c'est la nécessité de dialogue politique, de négociation entre les différents acteurs engagés dans les crises multiformes au Cameroun. Est-ce que le pays peut s'inspirer de l'exemple qu'on a vu il y a quelques jours en Côte d'Ivoire, où Alassane Dramane Ouattara,
président réélu avec 94% des suffrages exprimés en sa faveur, a accepté de rencontrer son plus farouche adversaire politique, Henri Konan Bédié, qui avait été désigné quelques semaines plus tôt président d'un conseil national de transition en Côte d'Ivoire. Des principaux adversaires politiques durant le processus électoral qui se rencontrent pour amorcer la détente de l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que le Cameroun devrait s'inspirer d'un tel exemple ivoirien? Je dis qu'avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous faire observer que lorsqu'on parle de la gouvernance d'un pays, quel que soit le score réalisé par un président élu, il peut avoir 99%, il ne peut réussir à gouverner que sur la base d'un consensus politique. Je pense que c'est ce que le président Ouattara a compris. Bon, encore faut-il maintenant se demander s'il est vraiment sincère dans cette démarche. Ou cette démarche peut simplement être interprétée comme un stratagème pour stabiliser son pouvoir. Bon, ça c'est également l'avenir nous dira. Mais ce que je tiens à vous faire observer, parce que lorsque vous parlez de cette situation qui doit inspirer le Cameroun, cela rejoint également la préoccupation que vous exprimez sur la posture de nos parlementaires. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on parle d'un dialogue, tout à l'heure c'est Didier qui parlait d'un débat. Dans tous les cas, pour moi, c'est de pareil au même. L'essentiel, c'est qu'on arrive à un consensus. C'est ça qui est plus important. Je pense que lorsque vous regardez l'histoire politique de notre pays, depuis 1961, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui se sont faites à Fumbar en 1961, ça a abouti à un consensus. Vous allez vous rendre compte que en 1972, lors du fameux référendum, dont beaucoup de gens remettent en cause l'authenticité, ou bien l'effectivité, la crédibilité, ou bien la sincérité, il y a quand même eu une espèce de consensus qui s'est dégagé. En 1984, lorsque le président Biya décide de passer de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun, il a fait passer cela par l'Assemblée nationale. Parce qu'en réalité, le 4 février 1984, c'est une loi qui a transformé la République unie du Cameroun en République du Cameroun. Vous allez vous rendre compte que c'est la seule fois où le Parlement a joué un rôle dans l'histoire politique de notre pays. Lorsque la crise a commencé, la crise anglophone, s'entend, a commencé en 2016. Bon, beaucoup de gens nous ont dit, écoutez, ce n'est pas une crise politique, c'est une crise qu'on avait appelée corporatiste, qui ne concernait que les avocats et les enseignants. Ouais. Mais la suite des événements a donné raison à ceux qui pensaient que cette crise était éminemment politique. Et que pour la régler, il fallait passer par des solutions politiques. Mais je vous dis, Cédric, aucune solution politique ne peut se réaliser dans le contexte actuel si le Parlement reste amorphe. C'est pour ça que j'en viens me poser la question de savoir que est-ce que nos parlementaires, que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs, ont déjà même lu la Constitution de notre République. Parce que lorsque vous lisez la Constitution de notre République, notamment la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996, portant révision de la Constitution de 1972, vous allez vous rendre compte que cette Constitution offre beaucoup d'outils, beaucoup d'instruments à nos sénateurs et députés pour jouer un rôle au même titre que le président de la République. Ces gens peuvent prendre des initiatives, ils peuvent passer par des questions orales, ils peuvent passer par des commissions d'enquête, ils peuvent passer par des propositions de loi. Voyez-vous, Cédric, depuis le 1er janvier 1960, il n'y a jamais eu de proposition de loi au Cameroun. Toutes les lois qui sont votées et promulguées par le chef de l'État sont l'émanation des projets de loi. À l'exception de quelques-unes, proposées par le SDF et le MRC aussi. Oui, qui sont passées. Qui n'ont pas été... Non, mais je dis qu'ils sont passés, mais je parle de propositions de loi qui sont passées. S'il y a eu des velléités de propositions de loi qui ont été battues en brèche par la majorité obèse et RDPC, moi je ne considère pas ça comme des propositions de loi. Mais je pense quand même que aujourd'hui, la situation actuelle en réalité, de mon point de vue, ne doit même plus avoir une coloration partisane. La crise a atteint une envergure irrésistible, où même les députés RDPC doivent faire preuve de patriotisme et de courage politique en prenant des initiatives. Tout à l'heure, c'est Edmond qui disait que ce qui s'est passé il y a 5 jours avec les avocats, c'est ce qui se passait il y a 4 ans avec les avocats anglophones. Et effectivement, aujourd'hui, on en a à se demander si ce qui est considéré comme le détonateur de la crise anglophone du côté de Bamida
ne s'est pas réalisé à Douala, parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce qui est arrivé peut être le détonateur d'une crise de liberté. Et si la crise de liberté s'installe dans le pays, j'ai le sentiment que le gouvernement aura beaucoup de batailles à mener. C'est pour ça que moi, je pense de mon point de vue, qu'au lieu de s'inspirer de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je suis de ceux qui pensent que le Cameroun a suffisamment d'outils pour saisir le taureau par les cornes et trouver des solutions plus indiquées. Ça ne sert à rien de continuer sur la même lancée, parce que depuis le début de la crise, en 2016, on a le sentiment que le gouvernement a opté pour des solutions, sinon cosmétiques, du moins totalement périphériques. On n'a jamais posé les vrais problèmes. Maintenant, lorsque vous parlez du dialogue, on doit encore se demander, il y a eu le grand dialogue national, mais moi je suis de ceux qui pensent que c'était un dialogue pour rien, parce qu'on a tout fait pour éluder les vraies questions. On a tout fait pour éviter d'inviter ceux qui devaient être invités. Ça, c'est mon point de vue. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la situation nous amène à un véritable dialogue participatif où tous les partis politiques, même mon parti est prêt à jouer, mon parti politique est prêt à jouer un rôle de premier plan dans le règlement de cette crise, qui n'est plus une affaire du RDPC, une affaire du gouvernement ou une affaire, j'allais dire, d'un groupuscule de Camerounais qui pensent que le Cameroun est leur propriété. Nous sommes arrivés à une situation où tous les Camerounais doivent être appelés à jouer un grand rôle. Que ce soit les acteurs de la société civile qui comptent, que ce soit les formations politiques sans exclusive, que ce soit ces défenseurs de la thèse de la sécession, ceux qui disent que, écoutez, non, on ne peut plus fonctionner avec le Cameroun. Et sur ce point, je rejoins entièrement Didier Imkwa, qui disait tout à l'heure que lorsqu'il y a une crise comme celle-là, il faut connaître ceux qui sont les concepteurs de la crise, parce qu'il y en a qui sont là comme considérés comme les philosophes de la crise, donc c'est eux qui conçoivent. Il y en a qui sont des stratèges, il y en a qui sont les exécutants, qui sont les opérationnels. Il faut donc maintenant qu'on essaie de voir tous ces paramètres pour trouver la meilleure solution qui va nous mener vers un véritable dialogue, pas un débat, un véritable dialogue politique exclusif où chaque Camerounais aura, j'allais dire, son mot à dire. C'est pas là que je termine. Après le drame de Kumba, il y a eu cette dame Stéphanie Ndjomo qui est venue raconter son calvaire vécu à Kumba, où elle déclare avoir perdu ses jumelles fuyant les affres de la guerre dans les régions anglophones. Un témoignage qui lui a valu une arrestation, une mise en détention provisoire et des accusations de propagation de fausses nouvelles et défaut de CNI. Ensuite, cette sortie du ministre de la Communication mettant en demeure Equinox Télévision. Edmond Kanga, il y a eu une vive réaction de la part de la direction générale du groupe Equinox. Effectivement, Sédic Noufélé, il faut le dire avec beaucoup de regret que la sortie de Mme Stéphanie Ndjomo ait pu provoquer, ait pu créer cette polémique, cette perception au niveau du gouvernement ou alors de certains membres du gouvernement ou alors de certains Camerounais, parce que dans le cas d'espèce, elle a été invitée à l'émission du mardi 3 novembre dernier, Parole de femme, où elle a essentiellement fait un témoignage sur ce qu'elle a vécu sur le terrain lorsqu'elle était à Kumba et tout le trajet qu'elle a mené de Kumba jusque dans la partie francophone, c'est-à-dire au niveau de Mbanga, où elle a été reçue avec d'autres personnes qui sortaient de la forêt avec elle. Elle a essentiellement fait un témoignage. Elle n'a ajouté rien de plus. Elle n'a accusé personne. Ouais, ça, c'est clair. Et ça, je mets au défi quiconque, c'est sur YouTube, révisionner le témoignage de Dame Ndjomo Stéphanie. Elle n'accuse aucune institution. Elle n'accuse personne. Donc, il est regrettable que lors qu'une émission comme celle-là, où on invite quelqu'un qui fait un témoignage sur son vécu, soit interprétée de façon de manière à l'accuser. Et je dois dire, pour ne pas rentrer dans le fond du sujet, dire en réalité que nous avons également appris avec beaucoup de désarroi, parce que stupéfait, la réaction du ministre de la Communication qui a adressé une lettre au PDG d'Equinox Télévision, une lettre de mise en demeure pour la chaîne de télévision Equinox Télévision. Je dois dire que le PDG a répondu à cette correspondance-là, et je ne veux pas rentrer dans le fond de la réaction du PDG d'Equinox, puisque cette lettre a adressé à son destinataire, le ministre de la Communication, qui va la lire et l'apprécier, et on verra quelle sera la suite. Mais je voudrais tout simplement dire qu'Equinox Télévision, comme l'ensemble des médias du groupe La Nouvelle Expression, travaille dans la sérénité, avec
professionnalisme. Nous avons toujours respecté les règles éthiques et déontologiques. On ne peut pas, on n'a jamais eu une sanction de l'organe de régulation qui est censé être compétent sur la question pour nous adresser une demande d'explication ou quelque correspondance que ce soit. Nous sommes très surpris que ce soit le ministre de la Communication qui, de façon surprenante, en quelques heures, a réussi à faire une enquête et même aller au-delà du travail mené par les officiers j'allais dire par le commissaire du gouvernement, puisqu'il l'a fait passer par le tribunal militaire où on a par la suite appris, parce que nous apprenons comme ça à distance que Dame Stéphanie Ndjomo est passée par le tribunal militaire et qu'elle a atterri à la prison de Nobel. Et nous apprenons également, comme tous les Camerounais, qu'elle y est pour défaut de possession de la carte nationale d'identité et pour propagation de fausses nouvelles. Nous pensons, pour l'émission qui s'est passée à Parole de Femme, qu'elle n'a jamais propagé de fausses nouvelles. Parce que nous avons pris la peine de vérifier tout ce qu'elle a pu dire à cette émission. Nous avons fait un compte rendu à l'émission de Parole de Femme du 10 novembre qui a suivi, où nous avons diffusé une bonne partie des témoignages que nous avons recueillis sur le terrain, notamment les enfants dont elle a parlé dans son témoignage. Elle a dit qu'elle avait des enfants qui étaient à Douala, qui sont allés à Douala en congé, n'ont pas pu revenir à cause de la crise. Nous avons pu retrouver ces enfants-là. Ces enfants-là ont témoigné. Nous avons pu rencontrer le grand-père de ces enfants-là, qui a également témoigné. Les téléspectateurs l'ont vu. Nous l'avons diffusé à Equinox Télévision. Nous voulons tout simplement dire que nous n'avons pas de reproche à nous faire. Nous travaillons de manière professionnelle. Je voudrais dire un mot également avant de chuter sur la question que vous avez précédemment posée à Maître Kakak sur ce que l'on pourrait éventuellement retenir, n'est-ce pas, du dialogue que vient d'entamer le président ivoirien Alassane Ouattara lorsqu'il appelle son illustre prédécesseur, parce qu'il faut le dire, Henri Konan Bédié n'est pas seulement le président du PDCI, il a été chef d'État avant lui. Aujourd'hui, s'est retrouvé dans l'opposition. Ils ont même été alliés contre Gbagbo à une certaine époque. Aujourd'hui, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire dans des conditions que tout le monde sait, avec une contestation vive contre le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Et il faut le dire, le Conseil constitutionnel avait validé sa candidature parce qu'il s'agissait d'une nouvelle constitution et d'une troisième république. En réalité, pour interpréter au premier degré l'élection d'Alassane Dramane Ouattara, ou en tout cas sa candidature qui a été validée par le Conseil constitutionnel, c'est que les compteurs ont été remis à zéro et il a la possibilité même de faire un quatrième mandat avec la nouvelle constitution. Restons là juste dans la parenthèse pour dire et pour revenir sur le dialogue qui a commencé avec Henri Konan Bédié. Nous sommes heureux de ce que Henri Konan Bédié, qui venait de mettre sur pied un gouvernement parallèle à la tête duquel il était le président du Conseil de transition, a bien voulu accepter de discuter avec Alassane Ouattara. Et nous pensons que c'est important pour tous les autres pays en Afrique, quelles que soient les conditions par lesquelles le dirigeant a été élu dans des conditions controversées, mais si déjà il peut appeler ses opposants ou son principal opposant à la discussion, c'est très important et nous pensons que ça va aider à stabiliser la Côte d'Ivoire qui n'a pas besoin d'une autre guerre. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une autre guerre. Avec tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, ça plomberait davantage la paix, la sécurité et le développement de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire enfin que nous souhaitons qu'Alassane Dramane Ouattara soit véritablement sincère, qu'il libère tous les leaders de l'opposition qui ont été arrêtés, parmi lesquels Pascal Affi-N'Guessan, toutes les manifestations qui ont été arrêtées, et que cela permette, dans le cas des propositions qui vont lui être formulées par l'opposition ivoirienne, que cela permette au moins la décrispation politique à travers l'éventualité d'un gouvernement d'ouverture ou d'un gouvernement de réconciliation nationale pour que la Côte d'Ivoire reste un grand pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Edmond Kandia et Didier Yimkwa, d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, Messieurs Roger Justin Noah, Maître Simon Siège Kakak et Maître Moustapha Ngwana d'avoir participé à ce débat. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ce dimanche sur Equinox Télévision. Avec Sam Bindé, c'est un expert. Tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Les nouvelles sociétés qui ont été agréées, l'agrément n'étant pas rétroactif, tu ne peux pas venir demander de l'argent qui ne t'appartient pas. Donc la CMC a signé des contrats avec plein de